Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de mon acolyte et rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, salut à toutes, salut à tous. En forme pour ce 20e numéro, où on va revenir sur la 92e édition des 24 heures du Mans. Non, pas en forme alors. Non mais c'était dur, hein. Enfin je sais pas pour les gens qui nous écoutent si eux ils ont vécu une édition difficile à cause de la météo, évidemment, hein, je parle de ça. Ah bah il y a eu ça, wow, et puis on a fait un beau relais de nuit aussi au micro, et bah c'est pas facile de faire des nuits blanches, ça y est on se fait vieux mon petit bonhomme. Ouais, il y a ça aussi, c'est vrai que nuit blanche à 40 piges, à presque 40 piges ça devient dur. Non mais en vrai c'est la météo qui a vraiment... Moi tu vois mais on va en parler en détail, on a le temps. Mais j'ai un sentiment un peu mitigé sur cette édition où la météo pour moi a été quand même un élément qui sportivement a eu une importance très très forte. Et puis sur le ressenti, tu vois, sur toute la semaine, il a jamais fait non plus un soleil de fou. Et je sais pas, ça m'a laissé un petit sentiment un peu particulier, tu vois. Je suis un petit peu dans le même mood, mais on va revenir en tout cas sur les chiffres, des infos insolites. On va essayer de vous faire mieux comprendre un petit peu ce qui s'est passé donc dans cette édition des 24 heures du Mans et essayer de connaître encore mieux ce monde de l'endurance qui nous fait donc vibrer avec une victoire Ferrari. Oui, la deuxième victoire consécutive pour Ferrari, la 11e de l'histoire pour eux. Ils ne sont plus qu'à 2 victoires de Audi. Bon, franchement, je dois dire, on ouvre directement par ça, mais je ne m'attendais pas à ce que Ferrari soit si solide avec les 2 voitures. Ils placent 2 voitures sur le podium et finalement, j'ai envie de te dire tout de suite, Ferrari gagne, mais c'est Toyota qui perd. Ouais, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu l'analyse que j'ai faite à chaud déjà dimanche quand il fallait rédiger l'article pour le site officiel, le résumé de la course. Où tu sais, j'aime bien cet exercice. Tout de suite, il faut essayer quand même d'expliquer un peu aux gens ce qui s'est passé pendant 24 heures. Et je t'avoue que cette course, elle est pas très lisible. C'est compliqué de comprendre ce qui s'est passé. Et puis après, le lendemain, en étant un peu plus reposé, j'ai réfléchi à tout ce que j'ai vu et j'ai essayé de trouver des chiffres, des stats pour préparer notamment l'émission d'aujourd'hui. Et puis le même constat en fait, c'est Ferrari qui gagne, mais c'est surtout Toyota qui perd, et il y a un petit sentiment de se dire c'est peut-être pas la meilleure voiture et avec les meilleurs pilotes, sans vouloir faire offense à Antonio Focco, Miguel Molina et Niklas Nielsen, mais c'est peut-être pas la meilleure voiture avec les meilleurs pilotes qui gagnent, tu vois. J'ai le sentiment que pas mal d'éléments ont joué, mais bon, c'est normal, hein, Le Mans c'est ça aussi. Le Mans c'est pas toujours les meilleurs avec la meilleure voiture qui gagne. Mais là vraiment j'ai l'impression que Toyota est passé pas loin, un peu comme l'année dernière, mais là pour d'autres raisons, et que celle-ci normalement ils devaient l'emporter quoi. Ouais, je pense aussi. Alors après, pas les meilleurs pilotes, je sais pas. Ça, pour le coup, ils sont bons, hein, ces pilotes. On a Molina, Fuoco et Nielsen. Moi, j'aime beaucoup Nielsen, hein, le pilote danois. Il a déjà Ouais. gagné en Pro-Am avec François Perraudot notamment. Oui. Et je crois qu'il y avait allé sur Overa à l'époque. Je dirais que c'est la voiture qui, généralement, est emmenée en tant que lièvre qui a gagné. C'est un petit peu une surprise. Et je pense que ça s'est vraiment joué, pas que à ça, mais ça s'est joué au moment clé où il fallait soit rester en slick sous la pluie, soit mettre des pneus pluie au bon moment. Et à chaque fois, ils ont eu la vista, je trouve, avec leur ingénieur chez Ferrari dans la 50, pour être toujours bien placés. Et la 83 d'ailleurs avait la même stratégie que la 50, et on les retrouvait aux avant-postes, hein, ces 2 Ferrari. Il y a ça, il y a eu effectivement le début de course notamment où Porsche a cafouillé dès le départ, on va en parler, sur la 6, qui était la voiture de pointe, puisque si on reprend les choses chronologiquement, c'est la 6 avec... ça commence déjà à être... Non, je rigole. Avec Kevin Est. Vanthoor, Estre et Lauterer qui était en pôle, avec Kevin Est qui a fait l'hyperpole. Donc c'est la voiture qui part en tête, et on l'a dit dans le dernier épisode, et puis même moi, je m'en suis pas caché aussi, j'ai fait un article sur Endurance Mag en disant que je pensais que c'est Porsche qui allait gagner le Mans. Moi, je m'attendais à, peut-être pas un cavalier seul, mais je m'attendais en tout cas à voir la 6 faire peut-être le premier tiers de l'épreuve devant. Et en fait, pas du tout, parce que déjà au 3e tour, les 2 Ferrari étaient devant. Donc c'est incroyable. Ça, j'allais Ouais. dire que c'est une habitude depuis l'année dernière en fait. Ferrari, ils veulent absolument marquer les premières heures de course, ils veulent se mettre aux avant-postes, ils avaient réussi la même chose en Mais 2023, l'année et c'est dernière, pas une c'était mauvaise Toyota. stratégie finalement. L'année dernière, c'est Toyota qui avait pris la tête dans le premier tour avant qu'il y ait le safety car qui ne sorte. Mais oui, effectivement, je suis d'accord, ils veulent prendre la tête, mais après, la phase qui a été vraiment la première phase
pas décisif, mais en tout cas déjà qui a créé deux groupes. C'est l'arrivée de la pluie, la toute première arrivée de la pluie. Alors j'ai plus les horaires, mais ça doit être un truc comme 17h30 peut-être, ou un peu plus. Et là, Porsche, ils ont cafouillé sur la 6 notamment, en rentrant à la voiture, en mettant André Lotterer au volant, là où les autres équipes gardaient le pilote qui avait fait le départ à bord. Donc déjà, forcément, tu perds 10 secondes parce que tu changes de pilote. Pourquoi pas? Alors il y a ça, et puis tu mets Et pas ils le en font confiance le sortir en pilote slick. que tu mets dans la Ouais. voiture en fait. Et puis on a une piste où il commence à pleuvoir et on le fait ressortir en slick. Ou alors on l'a mis en pluie, je sais plus, mais en tout cas on l'a mis Non, en non, pluie et on a vite vu. en slick tendre. Et moi, pour moi, c'était une bonne idée parce que les tendres, Ouais. normalement, mettent moins de temps à se mettre en température sur une piste un petit peu plus fraîche. Mais il se trouve que c'était le mauvais call et que le bon call de ce début de course, c'était ce qu'a fait la 83, notamment. Mais il y a aussi eu effectivement chez Ferrari, Ah, ben la peut-être la 50. 50, voilà. C'était de rester en fait en slick. Ouais, mais alors De là, il passer. fallait survivre, hein, parce que j'ai parlé avec Sébastien Bourdet, il me dit, nous, on est rentré, on a mis des pluies. Notre voiture, elle était vraiment très difficile. On aurait pu passer vraiment pour des peintres en sortant de la piste. Donc, on a préféré jouer la sécurité. Et en fait, la moitié du peloton a pris ce choix-là de mettre des Ouais. pluies, et la moitié est restée en stick. Et donc exactement, à partir de là, on a eu cette division du field hypercar entre ceux qui avaient fait un arrêt et potentiellement un deuxième arrêt pour ensuite remettre des pneus slick. C'est-à-dire que, je m'explique, je parle, c'est confus. En gros, t'as ceux qui se sont arrêtés pour mettre des pluies et qui ont vu que ça marchait pas, donc ils sont repassés pour mettre des slicks, donc double arrêt, donc double temps de perdu. Et puis de l'autre côté, ceux qui étaient devant, plutôt en tête, tu avais ceux qui étaient restés en piste avec des slicks. Notamment, on l'a dit, la 83, la 50, et aussi les deux Lamborghini, qui, bon, au rythme, du coup, étaient un peu décrochés, donc elles vivotaient parmi ceux qui avaient fait les deux arrêts en plus. Mais bon, voilà, il y avait ces deux groupes, et ça a occupé une bonne partie de la soirée où, tu sais, moi j'aime bien compter le nombre de tours par relais. Souvent, t'étais sur du 11, du 12, quand il y a des slow zones. Toyota, je crois, ou Ferrari a réussi à faire un relais avec 13 tours. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, il y a ce genre de choses-là qui commençaient à se dessiner. Et donc on avait vraiment ces deux groupes, c'est-à-dire que d'un seul coup, t'avais 6 hypercars qui rentraient, et puis le tour d'après, ou deux tours après, t'en avais 6 ou 7 autres qui rentraient. Donc vraiment déjà très compliqué à lire la course, quoi, dès le départ. C'est vrai, ça a été finalement ça aussi, hein, qu'on a eu en tête, cette stratégie. Donc c'est très bien avec la météo. Maintenant, il a fallu quand même composer avec une piste qui était très très délicate. Ouais, Ça nous a forcément séparé, comme tu le dis, le peloton en plusieurs. Et certaines équipes déjà devaient prendre plus de risques que d'autres, hein. Et c'est le cas notamment, j'ai l'impression, chez BMW, où en fait on oui. essayait de prendre des risques, on a été un peu brouillon, et d'ailleurs, première sortie, hein, de la BMW numéro 20, la hardcar, assez rapidement finalement. Ces voitures, elles étaient très difficiles à gérer, je trouve, moi, ces LMDH, on les a vues cette année, pas de couverture chauffante, évidemment, comme depuis le début de saison en WEC, mais là, au Mans, c'était une nouveauté par rapport à l'année dernière, et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de pilotes qui se sont fait piéger, ou en tout cas, où la voiture était très difficile à maintenir sur la piste. Ouais, mais c'est marrant, c'est une discussion que j'ai eue avec d'autres gens aussi qui... Moi, je t'avoue que ça m'avait pas choqué au départ de voir comme ça pas mal d'erreurs. Je me suis dit non, c'est habituel au Mans. Et en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer que, bah non, en fait, faut remonter dans les années 2000 ou dans les années 90 où il y avait des pilotes un peu moins talentueux, on va dire parfois, ou en tout cas des pilotes qui faisaient des erreurs. Et là, c'est pas le talent que je remets en cause, mais c'est vraiment les conditions de piste. Oui, Et effectivement, il y a eu beaucoup d'erreurs. La BM, la 20 qui est partie à la faute dès le départ, en fait, chez BM, ils ont eu des problèmes de frein toute d'accord. la semaine. Toute la semaine, ils ont eu des problèmes de frein. Donc quand les pilotes sont pas en confiance sur l'attaque de frein au Mans, c'est compliqué parce que si tu... En fait, tu vois, chaque équipe a eu ses petits problèmes. Oui, Si on dresse un peu le tableau, chez Porsche, déficit de vitesse de pointe, pas énorme, hein, mais estimé entre 4 et 6 km/h. Ce qui en fait Cadillac, est... pareil. Voilà, ce qui en fait est énorme dans les no-dir, vu qu'on sait qu'on est à pleine charge pendant un petit moment au Mans. Chez BM, problème de frein, on l'a vu avec la 20, je sais pas si c'est la raison de la sortie, mais en tout cas, attaque de la première chicane Ford, il perd la voiture, machin. Bon, Dries Vanthoor qui a fait 2 fois des sorties aussi à Indianapolis. Ah mais Clairement, ça, il attends, est. ça c'était pendant les essais. Oui, oui, mais c'est pareil en fait. Si tu veux, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que il est full attaque, il a envie de faire le meilleur résultat possible, et à un moment, il arrive
dans la zone, il retarde un peu son freinage, bah non, non, tu peux pas. Là où chez Porsche, je pense qu'ils ont quand même... Porsche, c'est connu pour être plutôt bon au niveau système de freinage. Chez BM, tu vois, quand tu pousses un peu, il suffit que la température soit pas bonne, trop élevée, trop basse, que les disques soient un peu... Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont eu ces problèmes-là. Chez Toyota, il y a eu des problèmes de turbo, de perte de puissance. Ouais. Il y a aussi eu les problèmes de porte chez Ferrari. Enfin, personne n'a été épargné, quoi. C'est vraiment une édition où tout le monde a eu ses petits soucis, quoi. Et avec des conséquences plus ou moins grandes. Ouais, c'est vrai. Et quelques crevaisons aussi Et oui, en chez journée Toyota aussi. de dimanche. Ça, c'est dingue. Toyota qui a des crevaisons lentes, je pense que c'est là-dessus aussi que ça se joue. Et puis sur quelques erreurs de pilotage, hein, tu le disais. Franchement, moi, je m'attendais à ce que Toyota soit vraiment prêt. Alors, il y a aussi quelque chose, hein, dans l'Endurance Club, j'avais plutôt misé sur la 7 avec Conway, avec Oui. De Vries et avec Kobayashi. Bon, bah, il y a eu quand même un changement avec Conway qui n'a pas pu participer aux 24 heures, remplacé par Lopez. Et on a fait terminer Lopez sur la Toyota numéro 7. J'avoue que j'ai pas compris pourquoi c'était Lopez qui terminait, sachant que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas roulé non plus dans cette hypercar. Est-ce que toi, ça t'a paru logique? Parce que on va dire qu'il termine à quoi, moins de 20 secondes et il Termine à perd 14 sur un tête secondes, à ouais. queue, sur des crevaisons, il perd 17-18 secondes, quoi. En fait, il finit à 14 secondes. Bon, de ce que moi j'avais la tête vissée sur mon écran pour rédiger l'article résumé, donc j'ai pas vu tous les détails du dernier relais, mais on m'a expliqué quand même que les vainqueurs ont un peu levé le pied dans le dernier tour, dans les dernières boucles, donc les 14 secondes sont un peu artificielles si tu veux. Mais ouais, je pense que José María Lopez, bah il a fait du José María Lopez, hein. À chaque fois je Oui, le mais dis, mais pourquoi est-ce qu'on il a, le met il a- en dernier? Déjà, ce ne sont pas des pilotes japonais qui terminent, donc ça déjà c'est la première Mhm. chose. C'est ni Kobayashi ni Hirakawa qui terminent, alors que ça c'est une tradition habituellement. Est-ce qu'il y a eu la jurisprudence 2023 où Hirakawa a été tout droit à Peut-être. Mulsanne, ils se sont dit on va peut-être enlever un peu de pression à nos pilotes japonais. Ouais. Je sais pas, en tout cas, José María Lopez, bah, enfin, moi, je suis pas surpris, si tu veux, hein. Comme j'avais annoncé que Dries Vantore allait la mettre au tas à un moment ou à un autre, bon, bah, il l'a mis au tas 3 fois. Pas toujours de sa responsabilité, mais enfin, quand même. Il est impliqué dans trois sorties. Bah, José María Lopez, il a fait ça. Ne pas oublier aussi, quand même, le contact qu'il y a eu sur l'autre Toyota, à Mulsanne. Hartley s'est quand même fait envoyer en toupie par Alessandro Pierguidi. Oui, mais Alors que la 8, est-ce que ça aurait bah, changé quelque chose? Parce que là, la Toyota, elle termine quoi? Elle termine ouais. 5, la deuxième Toyota? Ouais, sauf que la 8 s'était recalée. En fait, de ce que j'avais cru comprendre, la 8 s'était recalée plus ou moins sur le rythme de la... Enfin, je Oui, pense qu'il y avait un truc. ok. En fait, Toyota essayait de couvrir les deux stratégies parce que si on repense à la fin de la course, on a quand même eu un moment une Cadillac en tête Oui. avec Earl Bamber et d'ailleurs il a eu une radio avec son ingé. C'était assez marrant parce qu'ils étaient donc 7 ou 8 je crois, peut-être même plus, roue dans roue, bah oui même ouais même un peu plus, roue dans roue en hypercar quand il y a eu la relance et, euh, et son ingé lui a dit It's time to let the bird fly ou un truc comme ça, genre il est temps de libérer l'oiseau. En gros, envoie la wash, c'est pour nous quoi. C'est le moment. Bon, ça a pas suffi. Mais Toyota avait quand même anticipé en se disant attends, Ouais, je suis d'accord. il y a une Cadillac qui est en tête et je pense que Bamber a dû mener peut-être une boucle ou deux. Mais à chaque relais, du coup, il repassait devant pour un tour ou deux. Sauf que si la course s'arrête à ce moment-là, c'est eux qui Oui. gagnent, tu vois. Donc la Toyota, je crois qu'ils ont décalé, ils ont fait un relais plus court et puis ils ont eu tous leurs problèmes de crevaison lente et machin. Mais en fait, ils se sont adaptés pour couvrir aussi la Je Cadillac suis et donc au d'accord. cas où, Et c'est voilà. là où je pensais qu'ils pourraient tirer leur épingle du jeu parce qu'en ayant une LMH qui est quand même préparée, ils étaient déjà prêts dès l'année dernière à ne pas utiliser de couverture chauffante. Enfin, je Oui, les voyais vraiment encore une fois se battre pour la victoire et être même un petit cran au-dessus. Et comme l'année dernière, Ferrari, malgré les problèmes, tu l'as dit, il y a eu des problèmes de porte, il y a eu des unsafe release, il y a eu des erreurs de ouais, pilotage. Je sais plus, ouais, j'ai vu un truc sur les réseaux sociaux en disant encore une super course de Ferrari et il listait toutes les erreurs qu'il y avait et donc ils ouais. sont vainqueurs. Et puis il y a un autre truc aussi, alors ça je vais aller, on a 360 jours pour aller creuser là-dedans, mais apparemment il y a aussi beaucoup de temps, parce que comme on l'a dit, ça se joue à 14 secondes, il y a aussi apparemment beaucoup de temps gagné par Ferrari en piste sur du non-respect des track limits. En fait, de ce que j'ai compris, pendant bah, ça va être que majoritairement le dimanche, mais encore une fois, je dis ça avec des pincettes, il faut que j'aille vérifier, mais c'est les infos que j'ai Ouais. eues. Le dimanche, à chaque fois que les Ferrari sortaient des stands avec des pneus neufs, donc pas chauds, ils cuttaient au niveau du Dunlop. Systématiquement. C'est-à-dire qu'ils essayaient peut-être de freiner, mais ils cut, et au Dunlop, il y a plus de gravier à l'intérieur, donc quand tu cut ici, tu peux gagner quand même 2-3 secondes, quoi.
C'est Ah pas oui, un... d'accord. Ouais. Il n'y a pas un long lap où il n'y a pas un truc que tu dois respecter, tu vois. Et donc, on m'a fait remonter ça comme info. Et encore une fois, je le dis à vérifier. Je suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Mais apparemment, c'était systématique, quoi. Sur un début de relais avec des pneus, la 50 comme la 51, premier freinage, on tente de freiner un peu, hop, là, on passe. Et du coup, les tours de sortie étaient tout de suite 4-5 secondes de mieux que la concurrence. Donc, ouais, attention, tu vois, ça, il y a ce genre de choses. Après, comme tu l'as dit, les unsafe release, ça a été multiplié. Déjà, dès le départ, hein, les Ferrari, il y en a une qui partait, enfin, il y en a deux qui partaient avec des pénalités qui étaient ajoutées au temps du Oui. premier arrêt au stand parce que ils n'avaient pas respecté la procédure pendant les qualifs. Enfin, ouais, c'est brouillon, quoi. Enfin, pour une voiture qui gagne, c'est brouillon. Mais bon, c'est... Voilà, C'est ça le tu vois, manque. c'est pour ça que c'est pas facile à comprendre et que j'en ai un sentiment un peu partagé sur cette course, quoi. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est une course juste géniale parce qu'on dit qu'on va vous donner des chiffres. Eh ben, il y a 9 voitures qui terminent dans le même tour. C'est une première dans l'histoire des 24 heures Ouais. du Mans. On n'avait pas plus que 3 ou 4 voitures dans le Deux, même deux, tour pas par plus le que deux passé. voitures. Deux voitures. On n'a jamais eu plus que deux voitures dans le même tour. Ah oui, je croyais que c'était 3 ou 4, tu vois. Non, non, Jamais deux. plus que 2. Ah ouais. Oui. Bon, Ah ça non, c'est mais quand même dû, faut bien c'est le une stat dire. dingue. Ouais. Ouais, c'est une stat dingue. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'on est un peu dans un schéma. Allez, je vais le dire, un peu comme en IMSA, où on recolle les positions. Alors là, ça a été dû au très très long safety car, quand même, on a battu un record. Hein. Ouais. 6h54 minutes sous safety car en seulement 3 sorties. On le sait, dû à la pluie notamment, dû à la réparation du rail après le crash de Dries Vanthoor poussé par Robert Robert Kubica. Kubica. Mais quand même, je veux dire, même si on a eu beaucoup de safety car, même si on a eu des conditions un petit peu compliquées, c'est vrai qu'on resserrait un peu les positions à chaque fois. Et puis finalement, je dois dire aussi, bravo à Thierry Bouvet et toute l'équipe de la CO, parce que les équilibrages ont été bien faits. J'ai pas entendu une seule critique après la course sur la BOP, alors que Bah c'est non, quand même le principal sujet qui anime les observateurs sur les réseaux sociaux avant. Tu sais, ça fait partie des trucs que les équipes n'ont pas le droit de commenter, les pilotes non bien plus. sûr. Mais par contre, en tant que spectateur, évidemment, et puis même nous, en tant qu'observateurs, même si on travaille à l'occasion des 24 heures du Mans, en l'occurrence là pour les organisateurs, on a Mhm, notre devoir de réserve, on va dire, quand on est derrière un micro ou quand on est derrière un clavier quand on travaille pour la CO, mais on a notre liberté de parole quand on fait l'Endurance Club, et sincèrement, bah, moi je trouve que le taf il a été plutôt bien fait. Hein. Enfin, quand tu vois les qualifs, même, enfin, tout au long de la semaine, est-ce ouais. qu'il y en a qui cachent leur jeu ou pas? Et puis Ferrari! une fois que c'est libéré, ouais, et puis Porsche en GT3, mais une fois que c'est libéré en course, on voit quand même que, en fait, ah voilà, attends, je fais une petite digression, tu vas me dire ce que t'en penses. J'ai le sentiment, par contre, je sais pas pourquoi je me lance là-dedans, alors ouais, ça fait que 18 minutes, aïe, aïe, aïe. Mais tu veux me donner ton avis honnête? J'ai le sentiment quand même que je sais pas pourquoi, mais l'hyperpole, le format des qualifications actuelles, est sympa, il est très bien, moi j'aime bien le spectacle que ça apporte, Ouais, mais ça nous a donné une vision un peu faussée, puisque en fait c'est un peu de la loterie je trouve l'hyperpole. Dans le sens où t'as qu'une seule heure de qualif avec les 62 voitures en piste, donc avoir un tour clair c'est compliqué, ouais. et ensuite tu as l'hyperpole qui dure 30 minutes, où il y a systématiquement un drapeau rouge, où t'as pas le droit d'intervenir sur la voiture, tu peux juste remettre des balles neuves, mais t'as pas le droit de changer de pilote, donc en fait, la recherche de la performance pure, comme l'ACO le veut, elle est là, mais elle est quand même sur un tour, voire deux, maxi, si les conditions sont réunies. Par Ouais, exemple, c'est vrai. quand Dries Vanthoor est sorti à Indianapolis, puisque c'est ce qui est arrivé pendant la séance d'Hyperpole, ou après, quand il y a eu... ouais, c'est pendant l'Hyperpole qui est sorti? Ouais, je crois. Mais surtout, il y a eu Kobayashi qui est sorti. Kobayashi était en amélioration, alors certes, il l'a planté, mais il était en amélioration. Hartley était en amélioration. Qu'on aurait pu avoir les Toyota devant. Alors que là, finalement, on en a eu... Donc ça, c'est les qualifs, tu vois, je confonds. Ça, c'est les qualifs. On aurait pu avoir... Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que mon point, j'y viens, c'est que la hiérarchie à l'issue des qualifications ne reflète plus, comme c'était le cas Oui, avant au Mans, quand il y avait purement des qualifications et pas une hyperpole, une sorte de vraie hiérarchie du rythme. Avant, on avait les Audi devant, et puis derrière, on allait avoir les Panos, les Riley Scott, les machins. Là, on avait finalement un mix de voitures, ce qui est très bien pour le spectacle, mais qui ouais. nous a un peu faussé, où on s'est dit, finalement, les BM vont être dans le coup. Ça se trouve, l'Alpine, bah Alpine, ils en ont fait des caisses, on va y revenir. Mais Alpine, ils se gargarisaient de ça, de les voir aussi hautes, très bien, mais ils savaient bien qu'en course, ça allait pas être la même. Et puis après, finalement, le rythme de course a fait que les voitures ont glissé, et la performance de Toyota, elle est dingue, parce que Toyota est revenu de la 23e bah, jusqu'à la deuxième place, finalement.
Ouais, mais alors je sais pas. Moi, je trouve que c'est quand même un beau spectacle. La seule chose que je modifierais peut-être, et c'est souvent un sentiment que j'ai entendu de la part des pilotes, c'est peut-être pendant la séance qualificative de faire un peu comme en ELMS ou de faire comme en WEC d'ailleurs, Oui, de oui, séparer oui, les catégories. Ça, c'est la exactement. seule chose pour peut-être donner un petit peu plus de marge aux pilotes et d'avoir peut-être pour eux une chance de vraiment montrer le rythme. C'est vraiment la seule chose que je changerais parce qu'après, l'hyperpole en l'occurrence. Moi, J'aime je trouvais que beaucoup, moi. c'était quand même très disputé. Et Je- oui, ok, c'était un peu en trompe-l'œil, mais d'un autre côté, le rythme sur un tour n'a jamais été celui sur la course. Donc, je sais pas si vraiment c'était quelque chose de totalement faux. Moi, j'aime bien ce format-là. C'est vrai que c'est juste la qualif d'une heure où vraiment je mettrais quand même une catégorie différente. Je mettrais peut-être, je sais pas, 30 minutes par Ouais. catégorie. Donc, on aurait 1h30 de qualif, quoi. Ouais, voilà, c'est où je remettrais tout qui est qualificatif, ou effectivement des séances de 30 minutes par catégorie, pour qu'on ait un peu plus cette recherche du pilotage pur. Et la grille serait toujours aussi faussée, parce que ça serait un seul des trois gars dans la voiture, Bien donc... sûr. mais Ah oui, mais alors là, ça voudrait dire que tu mais fais j'aimerais... 3 séances qualif où tu fais la moyenne de tout. Ça deviendrait trop long, quoi. Non, Et non, c'est non, vrai que non. c'est pas bête. Non, mais en tout cas, voilà. Bref, il y a un petit truc avec ça qui me Ouais, ouais. chiffonne, Bah moi, j'ai trouvé que c'était bien mais... parce que justement, comme tu dis, il y en a eu un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'est un petit Ouais, peu montré. On a eu ce drama à la fin de la qualif où Kevin Estre, s'étant raté ah parce qu'il a ouais, été gêné, n'a pas failli passer en hyperpole, etc. Et puis finalement, le lendemain, il fait la pole, enfin l'hyperpole. Je trouvais que il y avait quelque chose à raconter, quoi. non, mais carrément, ça a été fou. Puis ça a été un engouement, enfin, pour les gens qui n'étaient pas sur place. Enfin, faut vous imaginer, Sébastien Bourdet, il tient l'hyperpole pendant... À partir de la moitié de la séance, en fait, hein, à partir de 15 Oui, minutes, il est en hyperpole. Vraiment, une ferveur. Enfin, je veux dire, c'est l'enfant du pays, il a beaucoup de supporters. Moi, le premier, je suis pas un fan boy de pilote, ou voilà, mais évidemment, voir Sébastien Bourdet devant, c'est un truc de fou, tu vois, ça fait plaisir. Et à tel vraiment une point que clameur. je veux bien revenir sur cet épisode-là parce que beaucoup ont critiqué Sébastien Bourdet. Alors peut-être que ça y est, vous le savez hein, évidemment maintenant ce qui s'est vraiment passé. Oui, Mais en fait, Sébastien Bourdet, lui, était parti dans cette séance, tambour battant, j'allais dire. Il devait faire 2 tours rapides, donc 2 pushs, et ensuite rentrer au stand et repartir pour 2 pushs, etc. Il y a eu le drapeau rouge qui a un petit peu contrecarré les plans, entre guillemets, en termes de timing, puisqu'il est reparti à 7 minutes. Enfin, il est reparti. Le chrono s'est arrêté à 7 minutes de la fin de la séance. ouais, En fait, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été pénalisé, si tu veux, par le fait d'être rapide dans son troisième tour push, oui, enfin son tour de oui, rentrée au stand en fait. oui, Et comme c'est tellement difficile d'avoir un tour clair au Mans, on le disait, bah, en fait son ingénieur lui a dit si tu te sens bien, si tu sens que tu peux confirmer, finis ton troisième tour et on va tenter de chercher la pole. C'est ce qu'il a fait, il a signé le meilleur temps et il est rentré au stand. Mais du coup, il avait plus qu'un seul tour vite, une fois qu'il y a eu le drapeau rouge qui est sorti à 7 minutes. Donc en fait, il pouvait plus ressortir parce qu'on c'est sait ça. qu'un seul tour vite, ça suffit pas. Il faut 2 tours pour mettre les pneus vraiment en bonne condition. Exactement, Et donc tout le exactement. monde lui a dit oh là là, mais t'as la pole, bravo, bravo. Lui, il disait mais attendez, mais il reste 7 minutes quoi. Oui, il l'a dit, on a envoyé les caméras, il a dit non, non, c'est pas fini. Mais oui, il le sait très bien, et il sait que la piste s'améliore en plus. Enfin, Mais en tout cas, c'était pas un choix. C'est-à-dire non, qu'il bien sûr, n'avait pas suffisamment d'essence pour faire encore 2 pushs c'est vrai, t'as raison de le rapides. Donc c'est préciser. pour ça, je voudrais rétablir aussi la vérité pour ceux qui n'ont pas été au courant. C'était pas du tout un choix de la part de Sébastien en se disant ça y est, j'ai fait le taf et je serai Non, en non, pole. Non, c'est qu'il avait ah ouais, plus non, les armes. il est pas du tout en plus sur ce côté suffisant, et non, non. Mais du coup, tu vois, le public était vraiment super content. Alex Lynn qui prend l'hyperpole, je me dis, waouh, c'est chaud. Un équipier chez Cadillac qui prend l'hyperpole devant Bourdet qui a un manceau. Ah, l'histoire, elle est belle, mais c'est Oui, mais abusé quand surtout, même. il la Et Kevin prenait, mais Estre, oui et non, puisqu'il y avait la pénalité voilà. suite Oui, à l'accident de oui, Bamber à Spa. bien sûr, sauf que en termes de temps au tour pur, il est plus rapide, donc bon, voilà. Et ensuite, il y a Kevin Estre qui passe, donc là, du coup, ça remet tout le monde d'accord. Et là, encore plus de bruit dans les tribunes, donc tu vois, il n'y a pas que Sébastien Bourdet qui est acclamé, il Non, y a... En fait, c'est les pilotes français, oui, mais c'est aussi le spectacle qui est acclamé, quoi. Et vraiment, les gens ont adoré ce moment, c'est pour ça que j'aime bien aussi le format de l'hyperpole, parce que, bah voilà, Kevin Estre, il passe, et pole position, machin, vraiment sur le fil, enfin, la dernière voiture qui passe, quoi. c'est vrai. Donc vraiment incroyable, et là, vraiment, moi, j'avais le sentiment que Porsche était... qu'on allait avoir une Porsche victorieuse à 16h le dimanche. Mais Moi, quand eux, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon, c'est... ouais, ils étaient un petit peu plus,
comment dire, en retrait, j'allais dire, dans leur déclaration chez Porsche. Ils n'étaient pas super confiants. J'ai parlé avec quelques pilotes et en fait, ils me disaient, ouais, la voiture, si on est vraiment dans la fenêtre, il n'y a pas de problème et elle se comporte très bien, mais il suffit qu'on sorte un tout petit peu de la fenêtre d'exploitation des pneus, Ouais. de certains petits détails, et on sera on the back foot, quoi. On sera vraiment en difficulté. Donc c'est assez bizarre. Alors la 6 a été très forte hein, dans cette course. Moi j'avoue que j'ai toujours pas compris la stratégie de la 5 et j'aurais voulu parler avec Fred Mako et j'ai pas eu l'occasion de le Ouais. faire parce que Ouais. il était un petit peu déçu. À un moment donné dans la nuit, Oui, oui. Fred Ça, Makowiecki c'est est ça, c'est fou. Ouais. resté en pneus slick pendant, mais je sais pas combien de tours, pour rester, je pense, dans la stratégie initiale, mais il perdait 30 secondes par tour. Ouais. Non, mais c'est fou. Non, mais carrément, je n'ai pas compris non plus. Donc pour économiser un arrêt, on va perdre finalement beaucoup de temps. Donc bon, j'avoue que ça, j'ai pas tout saisi. D'ailleurs, la Porsche numéro 5 hein, n'est restée que 34 minutes dans la voie des stands, alors que par exemple les Cadillac, Ferrari ou encore Toyota sont restés elles entre 40 et 43 minutes sur Mm. l'ensemble de toute la course dans les stands. Donc c'est vrai qu'ils ont passé moins de temps au stand, mais ils ont perdu quand même sur la stratégie. En gros, ils ont perdu quand même un petit peu de temps sur l'ensemble donc, de cette course et cette Porsche numéro 5 termine 6ème à 1 minute 45. Bon, je te propose un petit focus sur la 6, puisque Oui, c'est la Porsche dont on parlait avec Liverpool. Il y a beaucoup de choses à dire. Lorenz Vanthoor qui fait le départ, on l'a dit, relayé assez tôt par André Lotterer, mais Lorenz Vanthoor, il a fait 14 relais en tout, 11h44 au volant. waouh. Non, mais c'est juste fou. Hein. Attends, mais c'est Euh, lui qui a fait le plus de temps. oui, c'est le pilote qui a été le plus vu au volant d'une hypercar. Et derrière, du coup, eh ben, ça veut dire que Kevin Estre, lui, il a fait 7h52, donc en 8 relais. Pas mal aussi quand même, hein, 7h52. Donc C'est vrai. 7h52 plus, attends, je reprends mes notes, 11h44. Et André Lotterer, du coup, comment ça se passe? Eh ben, André Lotterer, pas beaucoup. André Lotterer, il faut descendre, tu vois, je suis en train de scroller sur ma page, il faut descendre très très bas. André Lotterer, 3h40. Oh là là. C'est l'équivalent d'un relais d'Alan McNish dans les grandes années au début de course, quoi. Il a fait 3h40 seulement. Alors, explication. Donc lui, il a fait 7 relais quand même. Tu vois, 3h40, mais en 7 relais, parce que il a notamment fait ce fameux relais du début dont je parlais tout à l'heure, où il rentre, il met des slicks, il ressort, il met des plus... Enfin, le truc un peu compliqué. Donc 7 relais, 2 explications. Tout d'abord, il en a fait un en début de nuit, enfin début de nuit, minuit passé, mais on commentait d'ailleurs ensemble sur l'application du FIA. Ouais. WEC, bah il était pas dans le rythme quoi. Il perdait du temps par rapport à Sébastien Buemi. Oui. Pourquoi? Alors on l'a dit, hein, les Porsche avaient un déficit en vitesse de pointe. Le tour de sortie qui d'habitude réussit si bien au Porsche, là était plus compliqué parce Ah oui, mais que ça notamment c'est pas les étonnant, hein. conditions, voilà. Ouais, C'est ce que je te dis, hein, les Toyota depuis le début de la règle où il n'y a plus de couverture chauffante, je pense qu'ils sont prêts et ouais, cette mise en température, ce tour de sortie, il est important et je pense que chez Ferrari on a su aussi être bon ouais, à ce niveau-là optimisé. pour mettre tout de suite les pneus en action quoi. Donc André Lotterer, avec tout le bien que je pense de lui, moi qui l'aime beaucoup, bah je pense que là il était pas dans le rythme. Et encore une fois, je veux pas me permettre de remettre en cause son niveau, hein. Mais il y a peut-être un truc de le feeling avec la voiture, les conditions, enfin. Bref, il perdait du temps sur Sébastien Buemi sur un relais qui était relativement clair. Certes, il y Oui, avait des slow zones, mais il n'y avait pas de voiture de sécurité, machin, etc. Et ensuite, pendant la nuit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lorenz Vanthoor était au volant. Ils ont décidé chez Porsche de laisser Lorenz Vanthoor et de pas honorer le relais, la rotation classique en remettant André Lotterer dedans, parce que la piste commençait à s'assécher. Donc là, on doit être le matin. On est vraiment quand le safety est parti, sans doute, ou alors quand il allait partir. En ouais. gros, l'idée, c'est qu'ils se sont dit, d'un tour à l'autre, la piste, quand même, change pas mal. Et Lorenz Vanthoor, ça fait peut-être 1 heure ou 2 qu'il est au volant. Lui, il connaît Il a les des repères. évolutions. Ouais, il a des repères, il connaît l'évolution, il voit que telle flaque, elle était là. Elle commence à reculer de 10 cm, 20. Enfin, j'exagère, mais on n'est pas loin, hein, parce que on en reparlera après, je pense que tu pourras donner l'anecdote, mais on a eu Kevin Estre qui donnait virage par virage Oui. l'endroit où il passe. Enfin, les mecs, c'est des machines. Hein. Et donc, je pense que André Lotterer serait totalement capable de faire ça, évidemment. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est Lorenz Vanthoor qui était au volant. Et donc, les ingénieurs chez Porsche se sont dit, ça sert à rien qu'on mette André au volant maintenant, parce que lui, il a pas ses repères. Quand il va arriver, il risque de faire une erreur, il peut perdre. Donc, on va laisser Lorenz. Donc, ils ont poussé, et c'est pour ça qu'il arrive au total avec
un temps de pilotage qui est record. Pourquoi ils n'ont pas remis André Lauterer après dans la voiture le dimanche midi pour l'arrivée? Ça reste un mystère, parce que quand même, quand t'as un triple vainqueur des 24 heures du Mans... Honnêtement, ouais, il je sais avait un pas. peu moins de rythme, hein. Ouais. Je suis quand même déçu de pas l'avoir revu, mais en tout cas, voilà, c'est ça l'explication. Ok, non mais intéressant justement, et cette Porsche numéro 6, elle a failli, à quelques minutes près, prendre la troisième place, hein. Il y avait vraiment Oui. une belle lutte entre Vanthoor justement en fin de course, qui a fait un super relais, et c'était je crois Pierre Guidi, hein, qui était dans la voiture. Ouais. Lorenz Vanthoor, il a expliqué, parce que c'est pas un secret, ils ont un podcast avec son frère, on va parler de son frère après. Ils ont un podcast qui s'appelle Over the Limit, où il a été Over the Limit d'ailleurs, Dries Vanthoor. Mais Lorenz Vanthoor a expliqué que le dernier relais, il était vraiment à fond pour avoir le podium. Et il a pas... Enfin, c'est quelqu'un, moi je l'ai croisé du coup plusieurs fois dans la semaine, c'est un pilote belge qui a un espèce de flegme, qui a une attitude... il est pas... c'est un peu l'opposé de toi, tu vois. Il est pas volubile, il bouge pas dans tous les sens les bras, il est pas souriant, il est très sympa, mais par Il est contre focus. il est dans une économie de mouvement. Il te regarde quand il parle, mais il a la casquette, il est focus, il y a peu de... Il y a peu de variations sur son visage, il n'est pas très démonstratif, il est concentré. En fait, il est là pour faire la course, lui. Hein. Et donc, il a expliqué qu'il a une préparation vraiment très fine, suivi de l'alimentation, suivi de son poids, c'est un très gros cycliste. Vraiment un mec au top niveau, quoi. Et donc là, il a expliqué que le dernier relais, bah, il l'a fait au maximum. Il n'était pas fatigué, il est là pour faire le job, et il a tout donné, et donc il peut pas s'en vouloir de finir quatrième, parce que c'est ce qu'il a fait de mieux, quoi. Tu vois, c'est fort hein, quand même quand t'es sportif de tenir ce discours. Le mec, il est pas en train de dire à la fin c'était dur, j'en pouvais plus. Non, non, il a dit le dernier relais, j'étais comme le premier, voire même mieux. Et j'ai vraiment poussé jusqu'au bout. Donc il y a vraiment ce sentiment, ouais. Ça confirme un truc, c'est que c'est vraiment dans le mental, dans la tête, hein, que ça se joue, parce qu'il sentait pas la fatigue, il sentait Non, pas mais, la douleur, et il avait un objectif, c'était cette Ferrari numéro 51 qu'il fallait dépasser. Il a failli y arriver, hein, mais il y a eu du trafic, et c'était les derniers instants où en fait Pierre Guidi aussi hein, n'amusait pas le terrain, donc bien sûr. il y avait plus de calcul, quoi. Voilà, et donc tu vois, c'est pour dire que quand t'es rendu à 11h44 de pilotage, bah voilà, t'es pas. En fait, c'est. Ouais, t'es dedans. Donc, quand même, pour donner une autre stat, l'autre pilote qui a fait plus de 10 heures de roulage, c'est Andrea Caldarelli sur la Lamborghini 19. Il a fait 10 heures et 30 minutes. Sinon, ensuite, les autres pilotes, c'est On forcément parle moins de 10 heures, quoi. en hypercar, hein, parce qu'on Oui, reviendra oui, sur en la hypercar, catégorie pardon. LMGT3. Il y en a certains qui ont été très forts aussi, hein, des pilotes, et il faudra les saluer aussi. Est-ce que je te lance sur le crash Robert Kubica, Dries Vanthoor, Oh, tu peux. qui pour moi est un fait majeur de la course. Oui, tu peux. Vas-y, donne-moi Oh là là. ton ressenti là-dessus. J'ai été lancé, j'ai été lancé. En fait, alors, pour avoir vu l'image brute, je me suis dit, bon, Dries Vanthoor est à un tour, donc sur la BMW numéro 15. Il allait Il être à se un met... tour, ouais. Ouais, il allait être à un tour. Il se met sur la droite de la piste. On est dans la ligne droite des Hunaudières, juste avant d'arriver à Mulsanne. Il y a une voiture à gauche, une LMGT3. Je me souviens plus si c'est une Ouais, Porsche ou... ouais, je crois que c'est une Oui, Porsche. Ouais. en tout cas, il y a une voiture qui est à gauche. Et Robert Kubica, lui, il se bat pour la tête de course, en fait. Il est vraiment à l'attaque. Il doit perdre le moins de temps possible. Donc, forcément, bah, il prend tous les risques. Et lui, il s'attendait à ce que peut-être que ses adversaires puissent s'écarter un peu plus. Maintenant, on est sur une ligne droite qui est assez bosselée, assez difficile. Et il est passé entre les deux voitures. Moi, j'ai eu l'impression de revoir l'image de Spa-Francorchamps avec Earl Bamber et avec justement la BM et la Le Porsche Sean Gelael. Proton. Mhm. Ouais. Et ce qui devait arriver arriva. Robert Kubica s'est senti peut-être prioritaire et il est allé un peu plus vers la droite de la piste. Et là, ce tout petit coup de volant, mais vraiment à peine, hein, c'est aussi Ouais. le fait que la piste soit un peu bosselée. Mais en fait, il perd un tout petit peu le contrôle, mais pas beaucoup. Et ça envoie Dries Vanthoor à droite, puis à gauche. Et là, il va frapper de face le rail. D'ailleurs, commotion cérébrale pendant un moment aussi. Il a eu du mal à s'en remettre, hein, Dries Vanthoor. Ça a Ouais. tapé vraiment fort. Mais la pénalité est tombée, donc 30 secondes de stop and go pour Robert Kubica. Moi, honnêtement, alors je sais que Tristan Gomondi, tout de suite, hein, a mis le doigt sur Robert Kubica en disant que bah, c'était vraiment pas une belle manœuvre. Je me mets à la place de Kubica aussi. On se bat pour la victoire. On arrive sur deux retardataires. Il fait nuit. Bon, je ne l'excuse pas, je pense que la sanction est méritée. Maintenant, je pense pas que ça a été fait volontairement. Juste, voilà, il arrivait sur ses retardataires et donc il voulait se frayer un passage. Sauf qu'ensuite,
quand j'ai regardé une deuxième fois et que j'ai parlé avec Tristan Gomandi, il paraît que Robert Kubica a déclaré que Dries Vanthoor l'avait 2 ou 3 fois gêné juste avant. Et donc il était un petit peu agacé et il a voulu lui faire comprendre que c'était pas une manière de faire. Et je pense qu'il a mal négocié son truc. Et là, pour le coup, si la raison est celle-ci, elle est encore plus justifiée, cette pénalité, et on aurait même pu mettre encore plus. Si c'est intentionnel, là, je ne le juge pas pareil que si c'est une toute petite erreur de trajectoire. Donc, je suis un peu partagé là-dessus. Vu la déclaration de Kubica, j'ai bien peur qu'il l'ait fait exprès. Alors, c'est très bien résumé. Je t'apporte des éléments en plus, toujours Ouais. issus du podcast des frères Vanthoor. Ça a occupé à peu près 50% de leur épisode, hein, ce truc, parce que... Donc Dries Vanthoor, en fait, explique que il était effectivement encore dans le tour de Robert Oui. Kubica, qui était leader, mais avec Robert Kubica juste derrière. Donc s'il se fait doubler, il se retrouve à un tour. Et on l'a vu, cette année aux 24 heures du Mans, rester dans le tour du leader, bah, ça pouvait être décisif, puisque Ah, c'était la clé. à quelques heures de la fin, on s'est retrouvé avec, par exemple, une Cadillac qui a jamais été vraiment dans le rythme pur, à mener la course. Donc la BM, elle avait tout intérêt à rester dans le tour, sachant que la 20 était déjà au tapis. Donc, Dries Vanthoor, il sort des stands, pneus froids, les fameux. Il arrive à la Dunlop, machin, il a Kubica derrière. Première chicane. Il explique, hein, il dit Kubica, il freine assez tôt. Il dit moi, je freine plus tard, mais du coup, pneu froid. Il coupe au niveau de la chicane Daytona. Ou en tout Ouais. cas, il la prend pas de manière académique. Bon. Ça réaccélère. Arrivé à la deuxième chicane. Il dit là, Kubica, on freine pareil. On freine au même moment, il dit moi, je freine. Ça répond toujours pas, il recoupe. Putain, quand même. 2 virages de suite où il coupe. Alors qu'il est. Et il a bien sûr des drapeaux bleus qui lui sont présentés depuis le départ. Depuis qu'il est sorti des stands. Et en fait, Dries Vanthoor, il explique, il dit la règle en FIA WEC, et notamment aux 24 heures du Mans, c'est que quand tu as un drapeau bleu qui t'est présenté, tu as 2 secteurs pour laisser passer la voiture. Tu as 2 secteurs entiers sur lesquels tu peux rester devant, et au bout de 2 secteurs, faut que tu laisses passer le gars, sinon tu peux avoir une pénalité pour non-respect des drapeaux bleus. Sauf qu'on est sur le circuit du Mans et que les deux secteurs, ils sont énormes. Voilà. Et le deuxième secteur, bah, c'est pas compliqué. La fin du deuxième secteur, c'est accélération Mulsanne et arrivée Indianapolis. Enfin, ou même, non, Oui. c'est même Si, sortie si. d'Arnage, je pense. Non, si, c'est ça. Je crois Ah que c'est non, même pour moi, sortie c'est ça, d'Arnage, ouais. le deuxième. Enfin, bref. Donc, en gros, il dit, moi, je sors, j'ai des pneus qui sont tout neufs, pas en température, mais potentiellement, je peux rester devant lui, quoi. Et j'ai 2 secteurs, en tout cas, pour montrer que je suis dans le même rythme et rester devant. Ouais, mais bon, à un moment, t'as un drapeau bleu, quoi. Enfin, en fait, en gros, Dries Vanthoor, il est assez clair, il dit que c'est Robert Kubica qui l'a tassé et qui a pas été patient et qui a merdé, ce sur quoi je suis assez d'accord. Il dit par contre, sur le drapeau bleu, il dit le seul sujet sur lequel je veux bien débattre, c'est le drapeau bleu. En gros, lui, il applique vraiment la règle en disant, j'ai 2 secteurs pour rester devant, donc je les ai utilisés à fond. Il a pas été patient. Ouais, moi, je trouve que c'est ça, c'est là où il a été un peu... Si Bah, le vraiment il vrai aurait été problème, c'est meilleur, pas il ça. aurait pu rester derrière et le Si, redoubler. le truc, c'est que si c'est de la résistance classique, j'allais dire un peu à l'américaine, où tu défends et en étant correct, en ayant un meilleur rythme, ok, mais là tu me dis qu'il coupe 2 fois. Moi j'avoue que j'ai pas vu qu'il avait coupé 2 fois. Mhm. Je comprends mieux pourquoi Kubica s'énerve. Parce que Ouais, bien sûr. le truc, c'est que Kubica, il est leader de la course à ce moment-là, quoi. Il est leader de la course et l'autre ne lâche pas, quoi. Et en plus, ils Ah, mais en arrivent du coupant. coup, ils sortent de la deuxième chicane, donc ils arrivent à Mulsanne. Vanthoor, il ne lâche pas. Et oui, parce qu'il a Par pas envie de contre, il se s'est faire mis prendre sur un la tour. droite. Mais bon, oui, Par mais contre, il enfin s'est mis bon. sur la droite, hein. Et donc Kubica après, et ça, je vous renvoie encore une fois à l'épisode des frères Vanthoor. Kubica, bien sûr, enfin bien sûr, c'est ce qu'il raconte et c'est là-dessus aussi où il y a un sujet. N'a pas essayé de prendre des nouvelles, ne s'est pas excusé ou n'a pas essayé de discuter avec Dries Vanthoor. Oui, Quoi. Bon, ok, c'est pas ça, très. Voilà. ouais, pas très gentleman. Mm. Ouais, non, mais Après, c'était un gros point là aussi parce que cette Ferrari numéro 83, comme la 50, pouvait vraiment jouer la victoire et ça aurait pu être la grosse surprise hein, finalement hein, de cette édition. ça a été ça a été la voiture la plus en vue du premier tiers de l'épreuve, qui a C'est vraiment ça. émergé en tête. Robert Kubica, un premier relais incroyable. Il est parti 12e. Il était déjà 5e au bout de 3 tours, je crois. Donc Mais ça, c'est gros comme relais. d'habitude. Hein. Ouais. Ouais, en début de saison, c'était plus compliqué. Je me souviens au Qatar où ça galérait un petit peu. Là, il était vraiment très très bon. Non, mais je veux dire, Euh, c'est sa marque de fabrique, tu vois, en ELMS, c'est oui, pareil, oui, c'est quoi. vrai. Quand il est mis en premier relais, bon, ça peut passer ou ça peut casser, mais en tout cas, il est ultra incisif. Robert Schwartzman a fait un taf absolument fou. Alors lui, Franchement, en rythme, vraiment incroyable.
Ouais. Non mais incroyable parce qu'en plus je lui dis au pesage, Robert, bon c'est ta première participation, tu vas peut-être avoir des conditions un peu mixtes, un peu compliquées, etc. Ok, no problem, I can adapt. Ok, Ok, bah, tant merci mieux. Robert. Tu peux développer? Non, ok, bon. Et Non puis mais incroyable. Lily Fayet aussi a fait le taf. Héros un peu déçu l'année dernière, on se souvient avec le Oui. crash de la Porsche Jota, Oh, basculé chez Ferrari alors que c'est un pur produit Porsche depuis des années, hein, donc il y avait vraiment un truc, une espèce de goût de revanche, et là il l'a pas planté, et il a fait vraiment un taf lui aussi de fou, donc non mais le franchement problème, un équipage très très fort. très très fort, ils ont tous été solides et malheureusement le problème encore, et ça tombe sur Yifeye, il la laisse s'installer dans la voiture, et là, problème, alors Oui. j'ai pas bien compris, problème de batterie je crois. Alors j'ai cru comprendre que c'était je l'ai entendu, tu sais, moi j'écoute Radio Le Mans pendant la Ouais. course. Ils ont dit que c'était un. Oui, je devrais pas le dire, c'est ça. Je vais le Non, biper. non, c'est pas ça. Tu peux écouter Radio Le Mans et l'application WEC Ah oui, en pardon, c'est français. vrai. Ouais, mais j'ai une attirance depuis des années pour John Indo et pour le boulot que font les Anglais. Et voilà, Non, mais c'est je vrai que comprends. quand on parle anglais, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Mais en fait, non, ils ont expliqué que c'était un espèce de. Je te le dis dans la langue anglaise, un blackout, un electrical blackout. Donc D'accord. tout le système électrique a planté. Est-ce que c'est lié à la surchauffe des freins? Parce que on voit hein, quand ils changent les pneus, Ouais, on ça voit fume. les disques qui sont en train de. Bah, c'est même plus que ça fume, ça. Il y a des flammes, quoi. Les Ouais. disques sont en feu. Est-ce qu'il y a une surchauffe au niveau du système de freinage qui ensuite a entraîné une surchauffe du système électrique? Je sais pas les détails, mais en tout cas, moi j'ai vraiment eu un. Et après, on va faire une petite transition, si tu veux, avec nos constructeurs français adorés. Ouais. Moi, j'ai eu peur que ce problème. Enfin, j'ai eu peur. Je m'en fiche, je supporte pas une équipe plus que l'autre, mais je me suis dit, ouah, ils ont ce problème. Est-ce que c'est pas un petit symptôme qui va ensuite se répéter sur la 50 et sur la 51? Moi, je me suis dit, ils ont ce problème-là, parce qu'ils ont manipulé la voiture avec les gants pour isoler, tu sais, pour pas Ouais, bien se sûr. prendre de décharge, parce que la voiture s'est mise en sécurité, donc impossible de la remettre en piste, évidemment. Et je me suis dit, ça y est, c'est la fin pour Ferrari. Si la 83 a ce problème, pourquoi la 50 et la 51 ne l'auraient pas? Et finalement, ils l'ont pas eu. Mais je pense qu'ils ont eu quand même une grosse inquiétude quand ils ont vu ça se produire. Ouais, j'imagine. Bah oui, c'était au petit matin, là, abandon donc d'une hypercar Ouais. Ferrari. On sait là aussi chez Ferrari, et après on fait la transition avec les Français. On l'a pas forcément cité, mais cette Ferrari numéro 50, moi je pense que elle a pris des risques vraiment pour s'imposer. Pas en termes de temps autour, mais surtout en stratégie. Bravo à Ferrari quand même, parce que je dis que Toyota a perdu la course. Oui. Parce que j'ai eu l'impression qu'ils rendaient les armes un peu tôt finalement. Ils auraient peut-être pu mettre la pression sur cette Ferrari numéro 50 avec Niklas Nielsen. Il arrive avec 3% d'énergie virtuelle sur la ligne, hein. Donc la pression qu'aurait pu mettre Lopez aurait pu peut-être forcer Niklas Nielsen à augmenter un peu son rythme, donc à consommer plus et potentiellement à faire une erreur. On a eu l'impression qu'à un moment donné, chez Toyota, on était content de la deuxième place en disant ok, Oui, mais ils l'ont dit, ouais. stay like that quoi. Ah ouais? Conserve ce rythme et ça ira. Peut-être qu'on savait aussi que José Maria Lopez n'était pas très à l'aise et qu'il aurait pu repartir en travers et peut-être endommager la voiture, mais quel dommage, mais quelle occasion manquée franchement. Donc quand même, je dis que n'a pas forcément gagné, mais ils ont pris des paris stratégiques, que ce soit au niveau des pneus et de la conso, qui leur a fait gagner Le Mans. Donc voilà, c'est aussi ça, hein. Il faut être audacieux pour gagner Le Mans, et Ferrari l'a été plus, je crois, que Toyota. Moi, ce que j'aime bien, et du coup, c'est moi qui vais à la conclusion sur cette partie Ferrari. Ce que j'aime bien aussi, tu vois, c'est que la 499P n'a gagné aucune autre course que Le Mans 2023 ou Le Mans 2024. Je trouve que ça fait un côté un peu légendaire, tu vois. C'est-à-dire que c'est la voiture qui est vraiment taillée pour Le Mans, pensée pour Le Mans, dessinée pour ça, pour la haute vitesse. Et c'est comme un symbole, mais ça gagne pas à Sebring l'année dernière. Ça gagne pas à Spa-Francorchamps, ça gagne nulle part, sauf au Mans. Alors, je leur souhaite quand même, et notamment pour que le palmarès de cette voiture dans le temps soit quand même meilleur, de gagner ailleurs. Mais c'est marrant quand même de voir comment l'histoire est un peu tatillonne, où tu vois que Porsche gagne depuis le début de la saison. L'année dernière, c'est Toyota qui gagne tout, sauf Le Mans. Et là, la Ferrari se pointe, et ils gagnent, ils font un back-to-back. Je trouve que il y a un symbole. Ça confirme que l'année dernière, ça confirme la légende, entre guillemets, de cette voiture, qui restera pour moi une voiture marquante, tu vois, emblématique des 24 heures du Mans, parce qu'elle s'impose 2 années de suite. C'est pas un one-shot, c'est vraiment un truc. Et s'il gagne 3 fois, bah alors là, on est carrément. Moi, ça me dérangerait pas, tu vois, que Ferrari gagne encore l'année prochaine. Je Ah bah trouverais que ça maintenant serait, oui. je trouverais que ça serait
plutôt justement elle marquerait son air, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas dans le même schéma que Audi finalement? Parce que Peugeot gagnait le titre et gagnait toutes les courses, et puis Audi gagnait Le Mans. 13 victoires pour Audi, 11 pour Ferrari. Moi, je vois des parallèles aussi entre ces deux marques. Ouais, c'est pas bête, franchement, c'est pas bête. Bon, par contre, Peugeot, cette Aïe, année, bon, c'était. Alors, ben, je les ai pas vus dans. moi. Ils étaient dans... là ou pas, du coup? Alors, dans l'ordre, j'ai envie qu'on tape sur Alpine d'abord. Oh non! Est-ce que je l'ai dit ou pas? Est-ce que je leur avais parlé ou pas de ce bloc Mechachrome? Alors, oui, mais Oh, mec, quoi. j'ai quand même des contacts chez Mechachrome. Honnêtement, ils ne comprennent pas. Le moteur avait fait 30 heures. Il y avait vraiment pas de souci. Sur Ce un sont banc deux d'essai. casques qui sont dus Sur un banc à la d'essai. même chose. Et à quoi 40 minutes d'intervalle, 20h35 je crois et 21h20. Enfin, c'est incompréhensible. Les deux problèmes mécaniques identiques sur les deux voitures. Finalement, Alpine, comme le disent certains influenceurs, aura roulé moins que le safety car dans cette course. Alors, moi, je me moque pas, je suis pas là dans cette vision, mais je trouve que c'est quand même je l'ai écrit d'ailleurs dans un article, je trouve que c'est quand même un pied de nez assez marrant de voir que Alpine, c'est quand même la marque sur la grille qui communique le plus. Quand je dis communiquer, c'est pas comme Porsche qui fait une jolie pub après les 24 heures du Mans en disant le cap de la vingtaine est un peu difficile à passer parce qu'ils ont pas Génial. gagné. Une pub assez classe, je trouve. Comme Audi le C'est faisait. exactement comme Audi l'avait fait à l'époque. C'est pas non plus de la communication comme Ferrari, où Ferrari avait au Mans ce qu'ils appellent la Casa Ferrari, Oui, où des fans vraiment hardcore, des VIP étaient là pour vivre l'expérience Le Mans en étant vraiment un tifosi, tu vois, à fond. Ça, c'est de la com, c'est du marketing et c'est très respectable. Alpine, moi, je t'avoue, les opérations marketing, j'en pouvais plus à un moment. Hein. Entre Zinedine Zidane qui vient, c'est très bien. On sait qu'il est ambassadeur de la marque, donc très bien, pourquoi pas. Et qui donne le départ des 24 heures du Mans, c'est un super symbole. C'est un sportif de légende, mais on a ça. On a l'Alpine hydrogène, voilà. On a des influenceurs, on a des VIP, on a des navettes partout. La nouvelle Alpine électrique qui a été présentée aussi dans le village. Moi, j'adore, et je l'ai dit dans le dernier épisode d'ailleurs, je crois, j'adore que les constructeurs utilisent Le Mans comme un espèce de salon automobile grandeur nature bien pour sûr. présenter leur gamme. J'adore cette approche. Il y a Après, l'Alpenglow aussi l'Alpenglow, ouais, je l'ai en dit, c'est ça, la voiture hydrogène. hydrogène, ouais. Donc, ça, j'aime beaucoup. Après, je trouve ça marrant que Alpine, il y a beaucoup de communication. On le sait, c'est pas une Alpine en termes mécaniques ou techniques. Hein. C'est un châssis Oreca avec un moteur Mechachrome. Et, donc, il y a pas d'ADN Renault Sport, Viry-Châtillon, etc. Et ils abandonnent en prime time. Je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est la marque qui veut le plus communiquer. Quitte parfois, c'est pas qu'ils se moquent des résultats, mais en tout cas, il y a beaucoup de communication, pas forcément sur le sportif, mais sur le fait d'être là, d'avoir des influenceurs, d'être, tu vois, de faire partie de ce monde, un peu comme en Formule 1 d'ailleurs. Sauf que les résultats bruts, bah, en fait, 20h45, 46, je crois, quand ça a abandonné, je crois que c'est à quasiment la même heure que la Mercedes qui décollait il y a 25 ans. C'est, comme on dit, en fait, c'est le prime time des 24 heures du Mans. Puisque t'as les gens qui regardent le départ, et puis t'as ceux qui sont chez eux, qui vont allumer, pardon, je vais faire du name dropping, mais qui vont allumer Eurosport, qui vont allumer l'équipe, ou qui ont le bon goût d'avoir l'application du FIA Web. Ah, merci. Il est 20h45, t'as fini de manger, ou en tout cas, t'as pris un petit apéro, tu vas aller manger, on est samedi, tu mets les 24 heures du Mans, parce que t'es un petit peu sensible à ça, et là, qu'est-ce Bien que tu sûr. vois? Tu vois une Alpine qui est en train de casser sur ta télé. Waouh, le message, il est dur, quoi. Et l'autre qui rentre une demi-heure après. Enfin, donc je trouve que c'est un peu... c'est pas un juste retour des choses, parce que je leur souhaite le meilleur à Alpine, et je le disais dans mon article aussi, après je te laisse la parole, on sent qu'il y a des gens passionnés dans cette marque. Ce que fait Philippe Sino avec ses équipes, c'est Bien sûr. incroyable. C'est une équipe d'une qualité, c'est du top niveau, vraiment. Les mécaniciens, j'en ai croisé quelques-uns. Les personnes en charge de la communication chez Signatech Alpine. Tous les gens là-dedans sont vraiment des passionnés et ont envie que ça marche. Et je leur souhaite aussi. Le seul truc que moi j'ai du mal, c'est au-dessus, c'est la maison mère Alpine, c'est la marque Alpine en fait, qui on le sait, utilise l'endurance depuis plus de 10 ans, avec juste du naming, et il n'y a pas une implication vraiment plus forte que ça de la marque. Donc voilà, je pense malheureusement c'est le reflet un peu brutal de cette approche, quoi, de vouloir se contenter d'un programme moins financé que les autres, sans doute. J'ai pas accès aux data, mais on imagine que c'est moins financé que chez Porsche, que chez Ferrari. Évidemment, hein, c'est un plus petit constructeur, mais il y a un truc qui me plaît pas trop, tu vois, dans l'approche. Ok. Non mais je Je suis un peu l'entends. dur, je suis désolé, je serai jamais invité chez Alpine. Hein.
Non, Bon, mais moi désolé, j'aime hein. bien cette marque. Franchement, j'aime bien cette marque. Les pilotes, tu vois, ce que je trouve, c'est qu'on a fait un bon casting de pilotes. Par le passé, j'avais un petit peu pas de remords, comment on dit. J'étais un petit peu déçu de voir que certains pilotes étaient pris plus pour leur valise que pour leur talent. Et là, je crois on a vraiment remis un peu l'église au milieu du village. Et donc, on Ouais, partait avec de grandes ambitions. on peut rien leur reprocher aux pilotes. Les pilotes ont fait le boulot, il y a rien à dire. Ouais, c'est ça, il n'y a pas eu d'erreur. Bon, voilà, alors après, les mauvaises langues vont dire, bah oui, mais ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour faire des erreurs. Oui, d'accord. Mais honnêtement, c'était bien. On a fait confiance à un bloc Mechachrome qui a déjà terminé par le passé, hein, avec notamment Ouais, les sur les Ginetta. Ginetta. Hmm. Donc, moi, je sais pas, je pense pas que le problème vienne vraiment du moteur. Il y a eu une casse suspecte, ça peut arriver. On se souvient des moteurs Peugeot en 2010 qui avaient tous cassé les uns après les autres. Est-ce que ça serait pas aussi un composant peut-être une série de composants en tout cas, qui était défectueux? Bon, on le saura peut-être plus tard, mais bon, c'est quand même très très décevant pour Alpine. Et donc pour Peugeot, je me moque gentiment. Il termine à deux tours. Deux Ouais, tours, il y a quelques ouais. années de cela, dans des éditions des 24 heures normales, ça aurait été podium, hein. Oui. Ah oui, clairement. Bah, en fait, Peugeot, on les a pas vus parce que la réalisation TV et parce que l'engouement autour de la tête de course a fait qu'ils ont été un peu anonymisés. Parce que déjà que les LMP2 et les LMGT3 ont été un peu aussi moins visibles. Mais alors, du coup, quand tu étais en hypercar mais que tu étais dans l'arrière du peloton, voilà, tu passais complètement au travers. Et les Ouais, Peugeot, c'est clair. j'avoue, pourtant, encore une fois, exactement comme Alpine d'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller en bord de piste. Les 9X8, c'est vraiment des super voitures, des voitures incroyables à voir évoluer. La nouvelle version qui n'a absolument rien à voir avec celle de l'année dernière, elle est affûtée, elle est brutale. L'Alpine, c'est pareil, ce bloc Mechachrome, le fameux, bah, ça fait un super son en bord de piste. Mais Et oui. l'Alpine, tu sens qu'il y a un châssis qui est d'une grande qualité. Vraiment, Ah c'est bah les châssis deux Oreca, voitures hein. françaises. Non, mais vraiment, les deux voitures françaises, elles sont en niveau conception. Une qui est une LMDH, l'autre qui est une LMH. Elles sont super, hein, vraiment. Mais ouais, Peugeot, je sais pas. Alors, j'ai vu que Linda Jackson a dit qu'il reviendrait en 2025, donc c'est déjà une première confirmation qu'il y a la volonté. Après, Espérons. il faut que les actionnaires au-dessus valident, hein, parce que on sait comment ça marche chez Peugeot. Après, Mais le bon, fait d'être présent justement sur une épreuve comme les 24 heures du Mans, pouvoir faire des opérations de com, inviter des célébrités, inviter des gens du board, ça peut aussi avoir son intérêt, même si on gagne pas, et ben finalement on est dans cette plus grande course du monde. Est-ce que finalement c'est pas aussi ça pour certains constructeurs l'important? si, mais alors, bien sûr. Mais si ne me relance pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Peugeot le fait très bien. Ils ont une voiture qui est made in Sochaux, je sais plus, enfin made in Peugeot quoi. Après, il y Alpine, a c'est pas une aussi Alpine cette voiture quoi, tu vois, c'est fou. Enfin, c'est ça qui me choque. ah Bah, bah non, mais enfin c'est moi, une c'est mon LMH. avis. Tout à fait. Moi, je pensais même d'ailleurs que, en étant LMH, je pensais qu'il se battrait face à Ferrari et Toyota, hein, Peugeot. Ça n'a pas été le cas. Ils ont misé sur la fiabilité. Maintenant, je pense que ça suffit plus en fait. Aux 24 heures du Mans, de miser sur la fiabilité, c'est pas une condition de réussite. Donc pour faire un parallèle avec la Formule 1 et avec la formule de Bruno Famin, il va falloir trancher dans le vif. Parce que Bruno Famin, c'est bien, il nous fait une belle passerelle vu qu'il était Peugeot et que maintenant il est Alpine, tu vois, il fait le lien entre les deux. Ouais, ouais. Est-ce que ça va trancher dans le vif? Moi, je pense que oui, des deux côtés, hein. Euh, je pense que chez Alpine, bah, enfin, quoique je sais pas s'ils vont avoir Je suis pas sûr. enfin, moi je Peut-être, pense qu'il faudrait si, changer ce bloc. peut-être. Ah ouais, changer ce bloc, ouais. Alors on entend même en Formule 1 que Eh Alpine ne oui, fasse non mais, plus ses propres moteurs et les prenne à la concurrence. non mais c'est Ça par contre, je trouve incroyable. que ouais, pour un constructeur, c'est un peu comme Aston Martin qui va faire rouler en Formule 1 des moteurs Honda, quoi. Je comprends pas. Ils sont déjà avec des moteurs Mercedes, Ouais, je sais mais, bien. mais ça c'est l'époque actuelle quoi. Et donc je sais pas trop quelle va être la décision, mais en tout cas il y a chez Alpine, je pense qu'il y a 80% des choses qui vont bien et qui sont bien faites, et donc il faut trouver ce qui va pas. Chez Ouais. Peugeot, j'ai peur que ça soit un peu radical comme coupe. Est-ce que ça passe par un renouvellement des pilotes aussi? Je dis ça parce que Potentiellement, hein. ouais, je dis ça pourquoi? Parce que je pense pas qu'on puisse leur reprocher grand chose sur la performance. Ils S'ils ont ont pas pas fait la d'erreur, hein. voiture, ouais, s'ils ont pas la voiture qui leur permet de se battre, c'est pas eux qu'il faut en vouloir. Mais par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a une forme de lassitude. Loïc Duval, il s'en est pas caché, il en a marre de pas gagner, de pas jouer aux avant-postes.
Et la plupart des pilotes sont dans l'aventure depuis 2022, puisqu'elle a commencé à Monza 2022, la 9X8. Hein. C'est vrai. Bah, c'était pas Ça le fait même long. concept, hein. Ils avaient les Bien 4 sûr. pneus de la même taille. Oui. Ça pouvait les aider dans des conditions climatiques compliquées. Là, pour le coup, ils n'ont pas eu cet avantage-là. L'aileron, bah, il n'a pas vraiment eu un impact fort. Donc, en fait, ouais, c'était ces solutions-là qui ont été trouvées. Bon, bah, on n'a pas vu vraiment un step en avant. Est-ce qu'il aurait pas finalement mieux fallu garder le concept de l'année dernière? Bon, En tout cas, je pense qu'il y a une lassitude chez les pilotes, certains en tout cas, qui s'en cachent pas. Et peut-être que aussi un peu de sang neuf ferait du bien. Après, je pense pas que c'est ça qui va débloquer le gap de perfo. Je pense que c'est la BOP qui va aider. La voiture, elle est quand même récente. Je pense que au niveau de la FIA et de la CO, on voulait pas non plus mettre la Peugeot au plus haut niveau comme ça, alors que le concept est récent. Donc, je pense ouais, qu'il y c'est a un vrai. petit coup de BOP. Je pense qu'il y a un petit coup de travail à faire et un petit coup de pilote aussi à changer. Ouais, ben je parlais avec un pilote que je ne nommerai pas, mais voilà, qui m'a dit justement, j'ai l'impression que chez Peugeot, ils ont peut-être pas forcément faim de victoire, autant que ce que d'autres pilotes Ouais. pourraient avoir comme sentiment. Donc Ouais, ouais. ça Ouais, confirme ce que je tu suis dis. assez d'accord. Je suis assez d'accord. On parle un petit peu aussi, autre constructeur, le temps avance évidemment, je vais parler des Italiens moi, mais pas de Ferrari, de Lamborghini et d'Isotta Fraschini. Alors Ouais. Lamborghini, pour une première, moi j'ai trouvé que c'était encourageant, alors oui, ils n'ont Oui. pas été vraiment dans le rythme, hein. Ils terminent aux alentours des Peugeot, hein. Vraiment c'est à deux tours, que ce soit les deux Lamborghini ou les deux Peugeot. Et puis Isotta Fraschini, ben, tout le monde se moquait. N'empêche qu'ils sont à l'arrivée, hein. C'est Ouais. 100% de réussite pour une arrivée, il y a eu de la fiabilité. Il n'y a pas eu beaucoup de rythme, hein, évidemment, mais je trouve quand même que c'est à souligner. Ah ben carrément, moi j'adore. Les Lamborghini, c'est une première année, elles sont fiables, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les voitures, on vient d'en parler assez longuement. Après, il va manquer le rythme, quoi. Mais c'est toujours le problème de la Lamborghini depuis le début, et puis c'est aussi le problème d'avoir une seule voiture en WEC. Oui. Donc voilà, ils ont Enfin, elle clairement termine moins devant. de... Il y en a une Ouais. qui termine devant les Peugeot quand même. Oui, oui. Non, mais ils ont moins de roulage que les autres. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, donc je vais pas les donner, mais en gros, de ce que je me souviens, quand la Ferrari 499P l'année dernière s'est présentée au Mans, je crois que les deux châssis cumulaient plus de 25 000 km de roulage. Et là, Lamborghini, on était aux alentours de 10 ou 11 000. Tu vois, c'est pour Ouais. donner un peu l'écart de... Donc voilà, projet enfin, pas moins ambitieux, parce que leur ambition c'est de gagner le Mans, mais moins poussé, moins de gens impliqués. C'est normal, c'est Lamborghini, c'est moins gros que Ferrari, évidemment. Mais pour une première année, je trouve ça bien. Ça fait plaisir aussi de voir Romain Grosjean avoir une bonne expérience avec Le Mans. Il a été en plus, il a été gâté pendant la nuit, hein, avec de l'eau qui s'infiltrait dans la voiture. Enfin, Il était c'était tellement heureux. Non, mais alors, tout le monde s'est moqué de cette image-là. C'est vrai qu'après avoir connu ce qu'il a connu à Bahreïn, maintenant c'est l'eau, c'est plus le feu. Tout le monde ouais. s'est un peu moqué. Non, non, honnêtement, j'en parlais avec Tristan Gomondi sur l'application WEC. Toutes les voitures, en fait, sont un peu comme ça. Elles sont pas faites pour être étanches, en fait, ces autos. Et surtout, à rouler pendant, je sais plus combien d'heures, 4 heures sous safety car. C'était compliqué à la fois pour les autos, à la fois pour les pilotes et puis pour les Hmm. commentateurs. Je commençais à m'endormir moi pour le Je t'ai commentaire vu. de cette Je, je t'ai phase de vu. safety car. C'était dur, moi aussi. Non mais voilà, Romain Grosjean, que j'ai croisé, j'ai fait un article pour le site officiel avec lui, un portrait, je l'ai croisé plusieurs fois dans la semaine. Ça fait plaisir de voir un mec qui est tout sourire, qui est tout le temps au taquet, alors que il a des sollicitations comme vous imaginez pas. C'est-à-dire que, enfin, il en plaisante, mais à un moment on était donc dans l'hospitalité Lamborghini qui est à quoi, à 50 mètres de l'entrée du paddock, où le paddock vraiment ça fait un filtre, le working paddock ça fait un filtre parce que bah, c'est que les gens qui ont un badge, qui sont accrédités, qui peuvent rentrer, donc qui travaillent finalement. Hein. Donc il y a pas les fans comme vous peut-être qui nous écoutez êtes. Donc quand on rentre dans le working paddock, alors moi on me sollicite pas, mais quand on est Romain Grosjean, tu vois, c'est un petit soulagement en se disant là je vais pouvoir avancer un peu plus. Et il m'a dit entre l'hospitalité Lamborghini où là tout le monde peut venir devant et l'entrée du working paddock, il dit c'est très court mais c'est très long parce qu'il a des sollicitations et ce mec-là que moi je connaissais pas avant, mais il est d'une gentillesse incroyable. Il répond aux Ouais. sollicitations. Il m'a dit depuis que j'ai eu mon accident à Bahreïn, j'ai pas roulé en France, j'ai pas roulé en Europe, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont lu son bouquin, qui ont suivi ce qu'il a fait, qui connaissent sa carrière, qui ont envie de le voir. Et donc il dit dès qu'il y a des sollicitations, je refuse pas. Donc super, mais
waouh, grosse semaine pour lui. Les sollicitations médias, les sollicitations du public, voilà, c'était. Et je suis content pour lui qu'il voit l'arrivée, parce que Le Mans 2010, ça s'était terminé de manière assez courte, c'était pendant la nuit, une casse moteur. Donc c'est bien, il pourra capitaliser là-dessus et être toujours dans le programme, j'espère, l'année prochaine. Ça serait cool, ça serait bien. Alors, il m'a dit que lui, il voulait revenir, que le calendrier IndyCar pour l'instant ne le permettait pas, mais qu'il Ouais. espère qu'on trouve une solution. Et surtout, il m'a dit, mais c'est par rapport à 2010, mais là, j'ai vécu un autre Le Mans, que c'est un autre circuit, ça n'a rien à voir. Ah oui, oui. Non, mais c'est sûr, c'est une autre époque totalement. Ouais. Un petit coup de chapeau quand même avant qu'on passe à la catégorie LMP2 à Jota, justement, ça nous fait la transition parce que Jota a été très souvent aux avant-postes en LMP2. Là, avec cette Porsche numéro 12 en l'occurrence, gros coup de chapeau aux mécaniciens qui ont réparé cette voiture qui a été endommagée. Bah, finalement, très peu, c'est de la malchance, hein. La coque qui a été touchée sur le contact contre le mur en fin de séance d'essai libre le mercredi soir par Callum Ilott. Gros travail pour réparer cette voiture et finalement bah, c'est la meilleure des voitures privées. Cette Porsche du team Jota Hertz. Donc voilà, je voulais Bien souligner sûr. cela. Ils n'avaient pas de rythme, hein. Ils m'ont dit que ce soit Callum Ilott, Norman Nato ou Will Stevens, voilà, il n'y avait pas suffisamment de rythme pour espérer être mieux, mais les deux voitures terminent dans le tour. Donc voilà, bravo à cette équipe. Bah voilà, 8 et 9 effectivement, je l'ai dit, je crois, en plus à l'antenne, ça aurait pu faire partie des belles histoires, tu vois, la voiture qui a accidenté le jeudi, qui est remontée, ou le mercredi, je sais plus, qui est remontée à la hâte, qui fait son shakedown sur l'aérodrome. Euh, Si elle avait gagné, ça aurait été vraiment une histoire dingue dans la légende du Mans. C'est clair. Bon Bah, voilà, comme malheureusement, c'est pas le Toyota cas. d'ailleurs. La Toyota numéro 7 avec Lopez, ça aurait été une belle histoire aussi, hein. Il remplace Mike Conway, son pote, et il aurait pu Oui, gagner. Je crois qu'ils ont ouais, pas été assez, ouais, assez morts de faim chez Toyota. Mais bon, en même temps, c'est la première année aussi de David Fleury à la tête. Donc on voulait peut-être quand même assurer le podium. Mais ouais, moi, je suis désolé d'y revenir. Mais voilà, j'ai ce sentiment un peu et, un goût et, et, d'inachevé. et du coup, tu vois, José María Lopez a expliqué d'ailleurs en conférence de presse d'après-course que tu animais avec brio. Il expliquait que l'année dernière, quand il a fait Le Mans et qu'après il a basculé sur le programme Lexus, il avait une petite frustration de se dire ah, j'en aurais pas une dernière, tu sais, faire Oui, Le Mans en hypercar en se disant ok, c'est ma dernière, putain, je vais aller tout faire pour gagner. Il dit j'étais frustré de pas avoir cette dernière possibilité. Et là, du coup, il l'a eu, donc c'est super pour lui. ouais. Et à mon avis, je pense que Mike Conway bah, l'aura l'année prochaine. En fait, là, vu qu'il l'a pas fait, je pense que sincèrement que les plans, et je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, je pense que les plans c'était de mettre Mike Conway en retraite, en pré-retraite en tout cas à la fin de cette année, et de mettre Miyata en titulaire. Et du coup, là, vu qu'il a pas fait de 24 heures du Mans cette année, je pense que Conway va peut-être rempiler pour une saison. Ou alors on aura une troisième Toyota, mais Non, je ça, sais je pas. crois pas. Ouais, Non, non. ça, je crois pas à la troisième Toyota, mais par contre, Miyata pourrait prendre encore un peu plus d'expérience, que ce soit en Formule 2 ou en LMP2. Voilà, il va patienter, il est dans les plans comme Hirakawa, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. LMP2, justement, on en parle avec une deuxième victoire de l'équipe United Autosport au Mans, avec cette fois-ci Garvis et Ziegel. Ça s'est joué à pas grand-chose face à l'équipe Inter-Europol Compétition. L'année dernière, tout le monde disait, mais l'équipe Inter-Europol, est-ce qu'ils méritent leur victoire? Là maintenant, on a mis des boîtes de vitesse qui sont toutes étagées de la même manière. Elles sont uniformisées. Eh ben, force est de constater qu'avec Lomko, Novalak et Smikowski, ils se sont encore battus pour la victoire. Et c'est passé à 1-rien finalement face à United Autosport. Donc moi je trouvais que c'était une belle lutte en LMP2 et il a fallu rester très concentré jusqu'au bout. Alors par contre, je m'étais plutôt mouillé en disant qu'il était possible qu'une LMP2 Pro-Am gagne au général. Ça ne l'a pas fait. Mais j'ai une explication. Chez AF Corset, la numéro 153 avec Barnicot, Perrodo et Varonet, eh bien en fait on est rentré au stand à un moment donné de la course dans le dernier relais pour changer de pneus et pour assurer. Mais s'ils n'avaient pas eu en tête cette catégorie Pro-Am, ils auraient suivi la même stratégie que United, Inter-Europol et Idexport et ils auraient pu se battre pour la victoire. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ok, bon bah écoute, alors, cette catégorie P2, je t'avoue que je l'ai un peu moins suivie. Ah bah voilà. Euh, Ah bah pardon, ouais, ouais. Non mais en tout cas j'ai vu gros boulot de Deletra en début d'épreuve, bien sûr, Oui, sur la Aube ITF. Petite déception personnelle pour la Nielsen où il y avait David Heinemeier Hansen dessus, tu sais on en avait parlé, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui honnêtement, a il y avait peu visité de les bacs à chance. gravier. Ouais.
Non, mais il y avait peu de chance parce que Anna Hanson, oui, il a fait deux conneries coup sur coup, en sortant Zach Robichon et puis ensuite en sortant tout seul. Oui, Fabio c'est vrai. Scherer, bah, lui, il avait le rythme l'année dernière quand même, il a gagné avec Albert Mhm. Costa et Avec un Smikowski. pied pété en plus, ouais. Voilà. Et non, par contre, c'est Kiffin Simpson qui a remplacé Albert Costa au dernier moment. Et là, pour le coup, il était vraiment pas dans le rythme. Donc, Voilà. Donc ouais, il Nielsen pouvait pas faire out. grand-chose. Effectivement, la victoire United, bah, ça fait partie des équipes qu'on a souvent aux avant-postes. On a l'impression qu'ils ont un palmarès de fou, mais finalement, la dernière victoire United, c'était 2020 au Mans, donc Oui, ça commençait à dater un petit peu. Donc voilà, ouais, plutôt un beau vainqueur. Et Inter Europol qui est juste derrière, ça termine à 18 secondes. ouais, c'est Euh, ça. Bah, ça montre aussi que c'était pas un coup de chance l'année dernière. Non, Et que maintenant, il va falloir compter avec eux, avec Clément Novalak notamment au volant. Je trouve ça super, ouais, ça fait un gros résultat, quoi. Ça vaut pas une victoire, mais pas loin quand même, je pense. ouais, je suis d'accord. Franchement, ils ont très très bien roulé et ça a été très solide hein, pour l'équipe Inter-Europol Compétition. Alors pas sur un tour, mais sur un relais. Ça a été vraiment très très bien. Donc ils terminent deuxième et puis bravo à Idexport. Hein. Oui, L'année, aussi. alors j'allais dire malheureusement, où Paul Louchatin n'est plus avec eux parce qu'on se souvient que l'année dernière il avait signé la pole position, Paul Lou, et que c'est un pilote qui depuis des années roule avec Idexport. Et ben l'année où il est pas là, Richard de Gerus, Paul Lafargue et Job Van Uitert font un travail fantastique et c'est le premier podium de l'histoire d'Idexport au 24 heures du Mans et je peux te dire qu'ils étaient ultra ravis de ce résultat. Ils ont été solides face notamment à Vector Sport, avec l'arrivée de Patrick Pilet qui a vraiment dynamisé un petit peu cette voiture numéro 10. Il a apporté de belles choses. Stéphane Riquelme a été acclamé quand il est rentré au stand après son relais du matin. Vraiment, ils se sont battus. Hein. Vector Sport, ils auraient vraiment pu monter sur ce podium, mais il y avait de la bagarre hein, finalement en LMP2, et comme d'habitude, hein, bien sûr, j'ai déjà hâte de les retrouver à Imola, moi début juillet, hein, ces pilotes de LMS, donc bah, c'est fantastique. Tu vois, tu me fais une transition, plutôt un rétro-pédalage, mais tu parles de Paul Chatin. Ça a Oui, été l'homme le plus rapide chez Alpine cette année. Donc bien sûr. quelqu'un qui, l'année dernière, a fait l'hyperpole en LMP2, qui a très bien réussi son passage en classe supérieure, on va dire. Et Ouais, le LMP2 est vraiment. Alors, il y a des pilotes qui sont en LMP2 qui avant étaient en top catégorie. Je pense à Oliver Jarvis. Enfin, tu vois, il y a des. Et puis il y a Louis Louis Delétra qui, Delétra. par exemple. Oui, voilà. Non, mais voilà, il y a des pilotes qui font la marche inverse parce que si t'arrives pas à décrocher un volant en hypercar, tu peux quand même te positionner en P2. Mais je trouve que c'est pas mal cette histoire de Paul Louchatin Je vais te qui a prouvé dire, tout son talent, quoi. moi il y en a un où je suis, alors pas frustré parce que c'est pas le mot, mais j'aimerais tellement le voir en hypercar. Je comprends même pas Ah, pourquoi vas-y, les je crois gens. savoir. Vas-y, je crois savoir. Ah, il est suisse. Ah, tu l'avais Euh, peut-être pas. non. Mathias Bech. Ok. Moi, je comprends pas pourquoi il n'est pas en hypercar. Il a encore été ultra solide avec l'équipe Panis Racing. Il a fait le taf. Il a été en hyperpole. Il a vraiment été vraiment au sommet. Et malheureusement, bon, voilà, il reste en LMP2. Alors c'est bien, hein, mais en LMP2 Pro-Am, c'est toujours un peu compliqué parce que voilà, quand Hmm. on a un pilote bronze qui n'est peut-être pas forcément dans le rythme parce qu'il n'est pas très à l'aise. Et c'est rien à enlever à Rodrigo Sales, mais il a été même moins rapide que Navin Rao hein, dans ces conditions un peu compliquées. Navin Rao qui faisait ses premières 24 heures avec l'équipe Cool Racing dans la 47. Bon bah voilà, c'est vrai que ça s'est beaucoup joué au pilote bronze. Hein. Ah, et d'ailleurs, ils les ont. Il y a eu un balai pendant la nuit, au moment où on a eu Oui, la sortie de la voiture de sécurité, parce que, petite coulisse quand même, mais quand il y a la voiture de sécurité qui est sortie, assez tôt, on a su que de toute façon, ça ne repartirait pas avant 6 heures du matin. Il y avait des updates un peu de la direction de course, donc je sais plus quelle heure il était, mais en gros, peut-être qu'à partir de 4 heures, 4h30, on 4 heures. savait Ouais. qu'on en avait pour. Ouais. On savait qu'on en avait pour 2 heures. Wow, donc bon. Et là, Ils ont il y a tous été eu. réveillés. Voilà, ils ont tous été réveillés, les pilotes bronze, pour les mettre au volant, pour maximiser le temps de pilotage la nuit. Donc il y a eu ça aussi qui était un élément important. T'imagines, c'est horrible hein, parce que les gars payent l'engagement et Ouais, on les réveille à 4 heures du mat pour rouler sous safety car. Ça, c'est dur. ouais. Mais bon, s'il y a une victoire à la clé. Bah écoute, alors, j'accélère. Je passe un petit coup d'accélérateur parce que tu sais que j'ai une obligation Vas-y. après et je vois l'heure passer. Bon, et bah par rapport au podcast de la semaine dernière, t'avais raison, les Porsche ont bien caché leur jeu à la journée test. Et voilà. Et ben Parce Ferrari aussi. que. Hein. Oui, les Ferrari aussi, parce que c'est la 91 qui gagne. L'équipe mentait, qui nous aurait Oui. menti du coup. Et la 92 était la Ah, elle était voiture là. Hein. logique, elle était logique. Ils ont eu un problème de commande de boîte, sélecteur de boîte. Oui, Enfin, les exact. rapports ne passaient plus.
Donc, problème, stand, et puis voilà, ça repart plus. Mais il y avait un doublé 92-91 qui se dessinait plutôt tranquillement, parce que là, Ouais. pour le coup, on a un tour d'écart plein entre le premier et le deuxième. Le deuxième qui est La la deuxième seule BMW voiture, RT. bah ouais, d'ailleurs, cette BMW avec Farfus, GLL et Lang, pas mal du tout, hein, la seule BMW Oui, rescapée, parce que les deux hypercars ont abandonné, et oui, la voiture de Valentino Rossi aussi. Alors ça, c'était oui, la grosse déception dans le clan de tous les supporters. Il a fait le taf, hein, Valentino oui. Rossi. Je suis allé voir Uccio, moi, Il a mené même. son Il a grand mené, pote, hein. dans les stands, et il était tellement enthousiaste sur la performance de Valentino Rossi. Il travaille bien avec Maxime Martin, il progresse, il a été vraiment très proactif, il a écouté les consignes, et ça a été très fort. Malheureusement, Ahmad Al-Arti, comme ça peut arriver, hein, on se fait piéger sur une toute petite plaque d'humidité vers minuit. Les pneus étaient froids, il sortait des stands et directement dans le mur. Il s'en est voulu, Ahmad Al-Arti. Ouais. Mais bon, en tout cas, BMW et le team WRT réussissent quand même à sauver un podium. Et puis on a sur la troisième marche du podium une Ford Mustang. Alors Non, celle-ci, mais là, moi incroyable. je sais plus ce que j'avais call avant le début de la course, parce que les Mustangs, j'en avais une impression de fragilité. Ah En bah oui. regardant les premières manches du WEC et même en IMSA, où ça partait dans tous les sens, ça pétait, c'était une voiture de tourisme vraiment mal finie. En arrivant au Mans, la première fois que je les ai vus, je me suis dit, waouh, ah ça c'est pas mes 24 heures du Mans. C'est gros, c'est pas très beau, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, plus je les ai regardés, et quand je les ai vus évoluer en piste, je me suis dit, en fait, si, je crois que je suis amoureux de cette voiture. En fait, je l'aime beaucoup. Et non, c'est vrai, hein. Et je trouve vraiment, je sais pas, il y a un truc. Alors, je lui trouve quelque chose de, à mon avis, totalement opposé de ce que j'aimais bien dans la Ford GT, parce qu'on est vraiment sur une voiture radicalement différente. Mais je pense que c'est une voiture avec laquelle il va falloir compter dans les saisons à venir, parce qu'elle est toute neuve et plutôt efficace. Alors bah là, ça termine pas, c'est pas une victoire, mais c'est une première participation. Et elles sont toutes à l'arrivée, ou au moins deux en tout cas, je crois. Il y a peut-être une qui a abandonné, mais enfin, il y en a deux à l'arrivée, quoi. Bah, une qui a abandonné parce qu'elle s'est fait sortir par David et Nadia Oui, Ronson, hein. pardon, c'est ça, oui. Alors, Ouais, en ouais. plus, elle est à l'arrivée, mais elle termine à 84 tours, donc très très loin. Mais au moins, elle est repartie. Mais alors, franchement, ça, c'est le coup de chapeau que je voulais tirer parce que Ouais. j'ai tellement tiré sur l'ambulance et sur Ford C'est vrai. avec ses Ford Mustang. Bravo, franchement, incroyable. Dennis Olsen a été remarquable. On parlait de Lorenz Vantor, pardon, qui avait roulé plus de 11h40. Et bah, Dennis Olsen, lui, il a fait 10h40 dans la voiture, Wow. 13 relais. C'est solide. Ouais, ouais, c'est carrément solide. Et puis une petite mention aussi quand même à... Moi, j'avais la nostalgie de voir des McLaren en piste. C'était super agréable. C'est des voitures. J'avais déjà vu en allant sur des manches de GT World Challenge, évidemment, mais voir des McLaren au Mans, et pas en course de support, mais vraiment pour la course, waouh, je croyais que c'était. Elles sont fines, elles sont magnifiques, et j'adore. J'adore ça. McLaren qui a fait la pole quand même à Ouais, l'MGT3. avec la 70 de Inception. Ouais. Exactement. Par contre, les deux McLaren officiels ont abandonné, celle engagée par l'équipe United Autosport. Et puis Mhm. la 70 termine loin, Oui. en 40e position du général, à 36 tours donc de la tête, sachant que les vainqueurs terminent à 30 tours. Hein, Manthey. Ils sont partis de la 16e place sur la grille. Dans l'histoire Mhm. du WEC, c'est seulement la deuxième fois que ça arrive qu'un vainqueur donc, parte au-delà du top 10. Donc c'est vraiment, oui, une belle course, mais un, un beau sandbagging dans les normes pour Manthey. Et puis les Iron Dames, encore une fois, Ouais. bah, je vais pas dire malheureuse, mais Si, ça si. s'est pas passé comme elles auraient voulu, hein. Franchement, Bah, le contact avec Mathieu Jaminet en début de course pour Sarah Bovy a été oui, a déjà a tout foutu en l'air, quoi. c'est vrai. Non, et puis, C'est je ouais, crois que ça se Sarah, refuse à elle elle, était quoi. ensuite ouais, moins en confiance et du coup, elle a un petit peu moins roulé que prévu. Elle était planifiée pour rouler beaucoup. Et finalement, bah, ça a pas vraiment été le cas. Raël Frey, elle, est montée dans la voiture, je crois, pendant la phase de safety car, donc pas facile C'est non bien. plus. Non, mais est-ce que c'était la voiture à avoir? En fait, la Lamborghini, alors c'est pareil en bord de piste, c'est très agréable à voir évoluer la Lamborghini LM GT3. Mais est-ce que c'était la meilleure voiture ou le meilleur matériel pour cette édition? Bah, la réponse est non, puisque on voit que c'est Porsche qui gagne. Mais écoute, je souhaite que ça réussisse, parce que le projet Iron Dames, on l'a déjà dit plein de fois ici, hein, on est plutôt client, on est plutôt amateur de l'approche qui est faite par l'équipe. Oui, Là, pour le coup, je vais encore retaper sur Alpine, mais non, je plaisante. Non, mais là, il y a beaucoup de marketing aussi autour de cet engagement 100% féminin.
la couleur rose. Mais il y a un vrai message derrière et oui, les résultats en plus se suivent, hein, parce que enfin, Sarah Bovy, elle commence à avoir un petit chapelet de pole position en WEC. Ouais, Elles ont déjà gagné des courses, donc sportivement, si tu veux, elles ont prouvé aussi ce qu'elles avancent, en marketingment parlant. ouais, c'est Là, ça. Every là, dream ça marche pas. matters. Ouais, là, c'est cinquième, c'est dommage, mais Ouais. il y aura des jours meilleurs. Il y aura des jours meilleurs. Ouais, c'est sûr. Bah là, ils étaient vraiment partis hein, chez Iron Dames pour s'imposer. Bon, voilà, encore un podium de raté, cinquième place. Compliqué. Moi, j'ai été déçu de ne pas voir de Ferrari finalement, alors qu'elles étaient très nombreuses Mm. à être engagées. Pas plus haut que la sixième place avec François Heriot, Simon Mann et Alessio Rovera. Et puis, une mention spéciale au Lexus. Elles n'ont pas été épargnées dans cette course, mais franchement, ça a été très solide. Et puis, Jack Hawksworth qui est venu remplacer Lopez dans les derniers instants nous a fait encore un festival, hein. Il a roulé 10h28 minutes dans la voiture numéro 87. Malheureusement, cette voiture numéro 87 qui ne termine pas aux avant-postes avec Esteban Masson et Takeshi Kimura, mais à une grande partie de la Ouais, course, ouais. cette Lexus était aux avant-postes hein, et menait même, hein. Non, grosse performance d'Esteban Masson pour sa première participation. Ouais, Ça lui laissera, je pense, Enfin, c'est pour la confiance, c'est bon, quoi, hein, de faire ça, d'être solide comme ça dès une première participation. Donc, ouais, complètement. ouais, les Lexus, ce peloton LMGT3, il est très divers et il y aura pas de laurier pour tout le monde parce il y a qu'une seule édition des 24 heures du Mans par an, qu'on n'aura pas tout le monde qui sera satisfait, mais j'ai en tout cas bon espoir que ça tourne et que l'année prochaine on ait peut-être une Mustang, peut-être la Lexus, non. Je mise plutôt sur la nouvelle génération de Lexus qui arrivera en 2026. Mais tu vois, Ouais. je pense que ça va tourner, quoi. Mais écoute, en tout cas, on l'espère. On a appris aussi que le règlement GTP en IMSA tenait jusqu'en 2029. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les Ouais, LMP2 prolongés actuellement jusqu'en 2028. Donc, on a vraiment de belles stabilité. stabilités aussi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, au classement général du championnat du monde WEC, on a encore 9 points d'avance pour l'équipage Porsche numéro 6 Ouais. sur la Ferrari numéro 50, donc de Fauco Molina Nielsen. Et puis, la Toyota numéro 7 de Kobayashi De Vries. Et donc, Conway, s'il revient est en troisième position. C'est très serré. Au classement LMGT3, la Porsche Mante évidemment mène. Les Porsche Mante d'ailleurs avec le même nombre de points. La BMW WRT termine troisième, en tout cas est troisième du classement général. Et l'Aston du D-Station Racing qu'on n'a pas trop vu étant à quatrième position de ce classement. Donc voilà un petit peu les statistiques on va dire du WEC. Et comme il nous reste allez, un petit peu moins de 5 minutes, on va passer parce que on a fait évidemment un très long épisode, une forte affluence aussi, on le rappelle, le record a été battu par rapport au centenaire, donc là on est vraiment sur une stabilité et on surfe sur le centenaire et tant mieux, pourvu que ça dure vraiment, on adore ça et les constructeurs sont là avec une stabilité, on l'a dit. Eh bien, on va passer à c'est quoi ton actu, mon cher Geoffroy? Qu'est-ce que tu nous fais cette semaine? Moi, c'est relâche, là. Ah bon? Ouais, j'allais te proposer qu'on lance une nouvelle rubrique. Parce que moi, non, là, j'ai mes autres activités. En fait, là, moi, c'était la. J'ai plaisanté avec toi la semaine dernière parce que moi, c'est la seule semaine de l'année où je bosse le week-end, en fait. Donc là, tu vois, il faut que je m'en remette. J'ai la voix cassée à cause de la pluie et du vent. Ah oui, Ouais, je suis un peu crevé, donc là, je suis un peu en relâche. J'ai mes autres clients dans d'autres domaines que l'automobile avec qui ok. je travaille. Mais mon actu, ça va être. Si, je vais re-regarder la course sur l'application du FIA Week. Ah, merci. Et je vais aussi essayer d'analyser. Là, j'ai fait un petit truc hier sur Alpine. Je vais essayer d'aller creuser un petit peu sur les autres constructeurs aussi, comprendre comment les courses sont réalisées, aller chercher un petit peu les grandes histoires et les petites histoires de cette édition. Donc voilà. En fait, pendant l'été, c'est souvent mon truc. J'aime bien aller re-regarder. Et puis souvent, les langues se délient. Après, les pilotes, ils racontent un peu ce qui s'est passé. Tu peux apprendre des détails. Donc voilà, j'aime bien ça. Donc mon actu, c'est ça. Voilà. C'est, je m'en remets. Moi, tu sais, en plus, je voulais t'amener sur un truc. C'est, moi, j'ai pas de dépression post 24 heures du Mans. Ah Il y a oui, plein de gens qui ont ce phénomène, tu sais, une fois que le Mans est terminé. C'est tellement intense. En fait, c'est un des rares événements sportifs, je trouve, et tu vas me dire ce que t'en penses, où sur les réseaux sociaux, tu vois quasiment tous les journalistes ou tous les personnels impliqués, caméramans, ingénieurs, etc., partager des photos avec l'équipe avec laquelle ils sont. Tu vois ouais. les mecs de l'équipe, d'Eurosport, enfin, tout le monde, comme si c'était enfin,
c'est pas comme si, c'est une aventure humaine assez forte. Bien sûr. Et tu sens qu'il y a ce truc de groupe, de troupe, tu vois. Et donc, Ah oui. tout le monde partage, et la plupart, le lundi, sont déprimés. Ah, il faut attendre un an. Ah, moi, je suis très content. Moi, une fois que le mois est passé, je suis très content parce que c'est le truc que j'attends le plus dans l'année. Puis après, waouh, j'aime bien vivre l'été tranquille, et puis m'y remettre doucement. Et après, je vais avoir cette phase d'attente, mais je suis pas du tout en déprime. Au contraire, c'était un. Donc je te manque pas, quoi. Parce qu'on a quand même passé toute la nuit ensemble, mon cher Geoffroy. On a passé une bonne partie de la nuit ensemble, c'est vrai, c'est vrai. C'est Non, vrai. Et tu vois, on tu n'a me même manques pas immortalisé. Je suis pas bon sur les réseaux, hein. On n'a même pas immortalisé ce moment. J'ai même pas pu mettre une photo de l'équipe parce que bah, je suis la tête dans le guidon et voilà. C'est vrai. Et gaz en grand, donc j'ai peu de temps malheureusement. Ah, j'ai eu une belle édition, hein, cela dit, hein, où j'étais à la fois dans les stands, dans la cabine de commentaires. Je faisais des interviews aussi dans un dispositif VIP où j'ai eu l'occasion de rencontrer Alan McNish. Mais Alan McNish, plus précisément, je veux dire, c'est pas juste de faire une interview dans les stands, quoi. Parce que je le connais, Alan McNish. Là, franchement, j'ai eu l'impression de partager quelque chose de fort et je suis tellement heureux de ça. Donc, bon, voilà, à voir s'il peut y avoir des opportunités, peut-être pour le podcast Trajectoire. Je En, le souhaite fortement, évidemment. en tout cas, Le Mans a été encore une fois généreux. Enfin, je veux dire, moi, c'est une course qui m'apporte beaucoup. Depuis que je suis gosse, c'est une course que j'aime et travailler, c'est le moment où je cire un peu les pompes. J'ai quand même cassé, j'ai quand même cassé un peu de choses dans cet épisode, donc là, je vais cirer des pompes. Non, pour être sérieux, c'est une épreuve qui, moi, m'apporte beaucoup depuis que je suis gosse. Et avoir l'occasion de bosser pour l'organisateur, en l'occurrence la CO, depuis maintenant 10 ans, Ouais. c'est un bonheur, tu sais, de rendre un petit peu à cette épreuve ce qu'elle te donne, ce qu'elle t'apporte en perso, ce qu'elle t'apporte comme côté un peu rêve, tu vois, machin. Enfin, je veux pas en faire trop non plus, hein, j'ai pas envie de vous faire, de vous mettre l'alarme, mais tu vois, il y a un petit côté un peu servir, quoi, tu vois, quand tu bosses comme ça pour l'organisateur, faire les articles, aller voir les pilotes, raconter ce qui se passe, participer à ça, c'est un sentiment de fierté assez fort, et donc ça a été une bonne édition de ce côté-là, encore une fois, donc vraiment c'était top. Bon, alors toi, Eh c'est ben, quoi ton trop bien. actu? Parce que toi, je sais que tu te reposes pas. Ah non, mais moi j'ai pas le temps, moi, monsieur. On va pas se reposer maintenant. Ça suffit, on est dans la bonne dynamique. Non, bah moi j'enchaîne avec bah, la Formule 2, Formule 3, Formule Academy. Ça sera sur Canal+ ce week-end donc depuis Barcelone. Et puis les Yes. 6 heures de Watkins Glen, évidemment que j'ai l'occasion de commenter avec Adrien Pavio. Ah bah ok. Ah bah c'est pas mal. Et il y a les 24 heures de Spa-Francorchamps dans 2 semaines. Oui, alors ça, malheureusement, je dirais, c'est ma petite déception, c'est que je ne serai pas convié pour les 24 heures de Spa-Francorchamps, mais c'est pas grave, je la suivrai attentivement. Et moi, de toute façon, je serai bien occupé parce que je serai sur Canal+ pour commenter la Formule 2, Formule 3 aussi, depuis l'Autriche, je crois. Donc là, il va y avoir des enchaînements de week-ends, ça va être assez intéressant. Bon, eh bah écoute, cool. Non, en fait, moi, je voulais créer une nouvelle rubrique, mais ça sera une rubrique temporaire que pour cette émission annuelle. Il nous reste 5 Ouais. minutes hein, pour donner les coulisses, parce qu'après, j'ai un rendez-vous. Je voulais créer une nouvelle rubrique, c'était quoi ton meilleur moment de la semaine? Ah, pas mal. Tu veux que je commence peut-être? Tu veux que je te le dise? Ouais. Meilleur moment de la semaine, il y en a eu tellement en fait, c'est ça qui est dingue quoi. Ça a été ouais, des successions de super rencontres en fait. Je dirais, la parade était vraiment un bon moment parce que c'est l'occasion toujours de partager avec les pilotes quand ils ont finalement un petit peu plus de temps, ils sont assez détendus. Euh, ouais, j'ai bien aimé le partage global avec tout le monde et puis la rencontre avec Wolfgang Ulrich au micro de l'application Wake. Je peux dire que ouais, le fait d'inviter des gens comme ça en étant sur place, parce que je commande pas toutes les épreuves Wake malheureusement, j'aimerais bien, mais en étant sur place, on a l'occasion vraiment de pouvoir bah, se retrouver avec de belles personnes. Et puis, tu vois, je reste sur la rencontre, hein, je parle même pas de course. Albert Costa qui me sollicite et avec lequel on parle pendant des heures et des heures et excellent. Un homme vraiment fantastique. Donc voilà, j'espère qu'il va avoir des opportunités en hypercar bientôt parce que ce gars-là, humainement, il est au sommet et il le mérite en plus parce que au niveau du pilotage, il est fort. Je le retrouverai à Imola, tiens, dans quelques jours en ELMS avec l'équipe Nielsen. Mais voilà, donc c'est 3 rencontres à la fois pendant la parade. Le docteur Ulrich et puis Albert Costa, sans oublier Alan McNish. Voilà, pas mal, hein? Ok, c'est pas mal. Bah Et écoute, toi? moi je vais te dire, j'ai
j'étais là quand Ferrari a organisé la photo avec toutes les voitures engagées, tu sais, en hypercar et Oh, en pas mal. LMGT3. Donc ils posent les voitures au début de la ligne droite, là où il y a le Le Mans qui est marqué au sol. Et donc c'est un moment, c'est assez long parce que le temps que le photographe ordonne comment on met les voitures, comment on les place, on a le temps de les apprécier. Et donc c'est un peu comme si t'étais au pesage, mais où t'es à 30 centimètres de la voiture. Enfin, tu peux. Donc j'ai eu le temps de regarder vraiment dans tous les détails là, de la dévorer des yeux. Et donc j'avais le 3 Ferrari Hypercar devant moi, donc ça je t'avoue que c'était plutôt un bon moment. Et puis après, moi je vais dire un deuxième, c'est assez personnel, mais le fait d'avoir participé aux commentaires, et notamment Merci. d'avoir aidé pendant le relais de nuit qui était difficile, j'avoue que ça restera un bon souvenir. Ah mais c'est un excellent souvenir. Attends, franchement, on s'est régalé. Moi, je t'aurais gardé plus, mais tu voulais dormir. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, voilà, fallait que j'aille un peu me reposer. Ouais, au final, t'as pas trop dormi, mais Non, t'as j'ai t'as pas écrit. dormi, voilà. Mais c'était un plaisir, franchement plaisir partagé parce que je crois que ouais, sur cette appli WEC, on s'est donné. Les gens ont peut-être moins l'habitude de venir sur l'appli WEC. Je sais pas si c'est votre cas, voilà, de venir sur l'appli WEC, mais en tout cas, nous on a vraiment essayé avec Jacques Lenis, avec Olivier Jacquemin, avec Tristan Gomandi et plein d'invités, hein. On a eu Tristan Vautier, on a eu le Dr Ulrich, on a eu les Iron Dames, on a eu vraiment beaucoup de personnalités. On a eu Geoffroy Barr également. Et l'idée c'était de partager et d'avoir un ton un petit peu léger, mais quand il se passait des choses, c'était vraiment de commenter, un petit peu comme les Anglais, tu vois, que tu écoutes attentivement. Moi, c'était ça aussi, l'inspiration. Voilà, donc si vous avez apprécié l'équipe et Eurosport, tant mieux. Et puis si vous êtes venu sur l'appli WEC, on vous en remercie. Voilà, tout simplement. C'est une très bonne conclusion. Bon, et ben alors Bah oui. rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Watkins Glen. Eh oui, tout à fait, parce que ça s'enchaîne effectivement. Les 6 heures de Watkins Glen, on va en parler, bien sûr. On va évoquer aussi plein d'autres belles choses sur cette planète endurance que l'on aime tant. Et donc, si vous voulez faire partie du club, de cet Endurance Club, vous savez évidemment que toutes les semaines, nous sommes là avec Geoffroy pour vous donner quelques coulisses et quelques chiffres. Ça a été un épisode XXL, mais en même temps, c'était une édition aussi qui le méritait avec plus de 330 000 spectateurs avec 62 engagés, 23 hypercars, 23 LMGT3 et 16 LMP2. Autant dire qu'on s'est régalé. Merci Geoffroy, très très bonne semaine à toi et puis bonne semaine à vous toutes et tous et donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Endurance Club.